Bonjour et bienvenue dans Percer rêver, le podcast où des artistes, sportifs et autres passionnés se confient sans filtre sur leur parcours et leurs rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Hello DTH, bienvenue dans le podcast. Salut, merci de m'accueillir, c'est très sympa. Avec plaisir. Je vais te laisser te présenter tes activités artistiques, toi, un peu tout. Alors, moi c'est 2TH. Je fais du rap depuis maintenant 6 ans à peu près. J'ai 24 ans et je mélange le rap et l'électro en style musical. Je fais de la musique avec beaucoup de textes, on va dire conscients ou alors qui veulent dire quelque chose. Sur de la musique qui bouge, qui groove et du coup qui se rapproche pas mal de l'électro, de la house et de la techno. Okay. En gros. Alors, tu nous l'expliqueras un peu mieux tout du long, mais c'est toi qui produis aussi ou toi tu fais les voix seulement ? Alors, je me mets à produire depuis 1 an et demi, 2 ans, donc, et tous les sons que j'ai sortis entre-temps. Je commence à le faire, mais sinon, mes premiers projets, donc RPG, Espoir et Union, je prod pas, je fais essentiellement les paroles et les mélodies, ce qui est déjà un gros travail quand même. Ok, ouais, j'imagine. Top. Alors, on va faire ça chronologiquement. Est-ce que tu peux m'expliquer, toi, dans quel milieu tu as grandi ? Est-ce que tu étais entouré d'artistes ? Est-ce que tu as été le premier à faire ça ? J'étais absolument pas entouré d'artistes. J'étais vraiment le premier à faire ça dans ma famille, on va dire. Enfin, ma mère chantait pour rigoler quand elle faisait la cuisine ou quand juste avant d'aller travailler ou pour s'amuser quoi, en sortant de la douche. Et j'avais une grande sœur qui jouait du piano, mais même chose pour s'amuser. Enfin voilà quoi. Mais sinon non. Je me souviens que j'ai une grande famille, j'ai 4 frères et sœurs, c'est pour ça que ça demande beaucoup de réflexion du coup. Ouais. Et sinon, et je me souviens que j'avais une autre sœur qui chantait très bien. Mais sinon personne ne faisait en fait vraiment de la musique et donc voilà, je sais pas trop comment ça m'est venu honnêtement, mais ça a commencé même avant le rap en fait, où je faisais du chant dans mon école, où j'ai été repéré un peu pour faire du chant. Il y avait une chorale, il y avait tout un truc, c'était assez drôle, j'en parle pas du tout, mais en y repensant je me dis qu'en fait c'est sûrement venu de là, où on m'a dit t'as une voix pas mal et tout, c'est cool, et donc j'ai eu l'opportunité de travailler cette voix en fait, je pense, avec tout ça, et après sûrement comme ça que ma passion pour la musique est née quoi. Ok, alors là ça se passait, t'étais en région parisienne toi déjà ? J'étais en région parisienne, ouais. Voilà, donc t'étais déjà potentiellement plus proche géographiquement de milieu oui, c'est vrai, oui, possible. complètement, déjà c'est vrai à chaque fois j'oublie de dire ça, mais ouais, et d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui pensent que je viens de La Rochelle ou de Toulouse, ou alors que non. Mais ouais, non, j'ai eu la chance de grandir en région parisienne, et c'est vrai que on a accès plus facilement à beaucoup de choses. C'est réel, et on le voit, je le vois en parlant avec des gens, des artistes qui viennent d'autre part. C'est vrai que c'est beaucoup plus, ça a l'air beaucoup plus compliqué, et qu'on dit souvent maintenant tout se passe à Paris quoi. Donc au bout d'un moment, voilà. Donc ouais, non, moi je viens de là, et c'est vrai que ça a été plus simple. Après honnêtement, moi voilà, mes premières instrus je les ai trouvées sur YouTube, donc sur internet. J'ai trouvé un studio à Paris pardon, j'ai mis 1 an à le trouver, parce que c'était voilà, ça a pas été facile non plus, je veux dire, du jour au lendemain. Oui, j'imagine. Et je me suis retrouvé avec tout l'entourage de la musique qui était derrière moi, donc ouais, voilà. Du coup, tu disais que tu t'en rappelais de manière assez floue de cette chorale et du fait de t'être fait repérer quand t'étais petit et tout, mais justement, est-ce que tu arrives à avoir une idée de quel âge t'avais à peu près et de comment ça s'est passé ? En fait, j'étais très jeune, hein. C'était fin de primaire, quoi, tu vois, j'étais en CM1, CM2, et après j'y suis resté un peu au collège, et après je suis parti, et ça s'est passé, en fait, juste c'était des trucs, des chorales d'école où ils faisaient un peu chanter tous les élèves pour voir qui pouvait avoir un peu une voix ou un truc, et je crois qu'ils m'ont repéré, et ensuite j'ai eu la chance de vivre au Mexique. Donc je suis parti 2 ans au Mexique parce que mon père a eu un travail là-bas,
Et donc on est parti en famille vivre là-bas, c'était une expérience complètement folle. Et quand je suis revenu, je me souviens, oui voilà, mes parents m'ont dit ce serait pas mal que tu fasses ça peut-être. Et bon, ouais, ok, d'accord, super. Et donc j'y suis retourné, ils m'ont dit ah, ok, on te reprend et j'y suis allé quoi. Et c'était une expérience de dingue où en fait j'ai fait mes premières scènes, j'ai fait mes premiers être devant un public, voilà, et donc ça m'a un peu formé aussi, et je le vois aujourd'hui aussi. C'est génial parce qu'en plus, c'est assez rare que ce soit les parents qui disent Ouais. tiens, va vers de l'artistique. Ouais, mais je me dis, tu vois, peut-être qu'ils en avaient 5, donc ils se disaient, bon, voilà, On peut avoir un troubadour. On peut en avoir un, tu vois. Sûrement. Ouais, c'est possible, c'est rigolo, c'est assez rare que ça ressorte, mais c'est chouette. Et au Mexique, du coup, tu continuais à chanter un peu et tout, ou Pas du tout. Ouais, c'était pas dans tes Non, plans non. en fait. Ouais, non, j'avais même pas commencé, tu vois, c'était vraiment... C'est-à-dire qu'avant, on m'a repéré, et après, je suis parti, donc j'avais pas du tout commencé le truc ou quoi. Et donc, non, au Mexique, vraiment pas. Non, non. Du coup, quand tu reviens du Mexique, t'es toujours au collège? Ouais, enfin, je rentre au collège. Tu rentres au Ouais. collège. Et du coup, tu vas dans une chorale toujours scolaire? Ouais, exactement. Ouais, Ouais, qui est la ouais. chorale de ton collège. Exactement, c'est ça. Ok. Ouais. Qui était pas du tout, du coup, le même établissement que là où t'avais été repéré à la base. Si, c'était la même chose. Ok. C'était, tu sais, les écoles qui se continuent. Ah, voilà, ok. Où t'as un peu tous les. Enfin, t'as tous les étages, quoi. Je sais pas comment on disait ça, mais. Ouais, t'as tous les niveaux Ouais, tous les scolaires. niveaux. Ouais, exactement. Le niveau, en fait, c'est vrai. Et à quel moment, du coup, tu t'intéresses au rap? Je m'y intéresse, en fait. Donc j'ai toute cette période-là. Moi, je n'écoute pas de rap, en fait, pendant toute cette période-là. Et je m'y intéresse au moment où je me retrouve, j'arrive en seconde. C'est très précis, hein. J'arrive en seconde, donc je rentre au lycée et je me souviens très bien, je suis voisin avec un mec qui faisait 2,50 m, qui était hyper grand pour notre âge et qui était un peu l'ovni de la division, tu vois. Putain, division, waouh, c'est fou de redire des trucs comme ça. Et qui en fait lui rappait énormément, mais en mode c'est le rappeur un peu philosophe, pas Ok. tu vois, et c'était une époque, on est en 2000 putain, j'ai 24, on est en 2015 2016, tu vois. Donc c'est l'époque où t'as plein d'open mic à Paris, c'est l'époque l'entourage, Necfeu et tout, mais moi je n'écoutais pas du tout tout ça, tu vois ce que je veux dire, mais bon, il y avait cette effervescence qui était là. Et moi, ça me parlait pas trop, mais voilà. Et en fait, donc, je suis devenu très ami avec ce mec, qui était mon voisin de classe, qui me faisait n'importe quoi. Et on aimait bien, en fait, juste le soir, un peu rentrer ensemble, se marrer, philosopher, va savoir pourquoi on avait 16 ans, ça n'avait aucun sens. Mais bon, voilà, on se croyait très mature. Et, et lui, voilà, lui rappait avec des potes à côté, il faisait des open mic. Voilà, plein de trucs. Et pour suivre un peu son délire, je me suis dit, bon, bah vas-y, mec, moi aussi, je vais essayer de le faire, quoi, d'écrire. Donc j'écris un premier texte sur la cigarette, c'était voilà, horrible. Et en fait, je me suis un peu pris au jeu, tu vois, petit à petit. Ça m'a fait rire, ça m'a fait marrer. Le soir, en me couchant, j'avais des trucs dans la tête. Et c'est devenu un peu un jeu, en fait, tu vois, pour moi. Et du coup, une manière de s'exprimer, une manière de raconter des trucs. Et voilà. En gros, c'est comme ça que ça a commencé à me venir le mécanisme, on va dire. En plus, je pense qu'à 16 ans, effectivement, tu te poses des questions sur la vie et t'as l'impression Ouais. que t'as les réponses en Ouais, plus. alors que pas du tout. donc, je pense que ça peut vraiment être un exutoire, justement, de Ouais. tout écrire. En Ouais, fait. carrément. Je pense que tu vois, avec du recul, j'étais dernier de famille. On a tous des gros caractères dans ma famille. Je pense que j'avais besoin d'exprimer, tu vois, de sortir des trucs, de dire des choses qui étaient importantes pour moi, en fait, à l'époque. Donc ouais, ça a été un bon moyen. Mais en plus, je trouve que c'est vraiment un âge qui est horrible, 16 ans, parce que voilà, t'as l'impression... En fait, tu comprends pas pourquoi les autres t'écoutent pas, parce que d'après toi, t'as raison. Et puis après, 10 ans après, tu regardes en arrière et tu te dis, oui, effectivement, je comprends pourquoi ils m'écoutaient Ouais, c'est ça, exactement. Mais du coup, c'est trop bien de trouver dans l'art, justement, cet exutoire-là que tu peux pas avoir quand t'es plus vraiment un enfant, mais t'es pas encore un adulte, quoi. C'est exactement ça. Donc, c'est ça. Parce que t'es un enfant, en fait. Enfin, en tout cas, t'es pas encore adulte, un jeune, quoi. donc on te dit, mec, on t'écoute pas, en fait. Donc Ouais. c'est vrai que c'est... Ouais, carrément.
Et est-ce que du coup aujourd'hui t'as le truc de te dire c'est trop cool de l'avoir fait à cet âge-là parce que justement maintenant je sais ce que je pensais. Enfin, genre c'est Ouais. un peu immortel du coup. Ouais, honnêtement, ouais, c'est très bizarre quand je réécoute, quand je me réécoute et que je réécoute ces trucs-là et que je me dis, putain, mais mec, t'étais quand même très jeune. Et en même temps, c'est ouf parce que c'est plein de naïveté, de simplicité. Et en même temps, je me choque un peu parfois parce que je suis en mode, putain, mais mec, même aujourd'hui, tu pourrais pas dire des trucs comme genre, tu pourrais pas réfléchir comme ça. Mais parce que tu vois, ouais, c'est naïf, c'est innocent. Et, euh, donc ouais, c'est vrai que c'est précieux. C'est très précieux. Mais même plus tard, tu vois, je me dis, putain, quand j'aurai dans 20 ans, 30 ans et que je réécouterai ça, je me dirais, waouh. Même mes enfants, peut-être, ils écouteront, ils se diront, mec. Parce que j'ai un Ça me artiste fait beaucoup rire. récemment qui est venu dans le podcast et qui a dit Ouais. genre moi la chance que j'ai c'est que je serai immortel. Ouais, Et dit en fait t'as un peu ça en Mm. fait quand c'est Complètement. toi qui fais. Complètement. Bah, tu vois, je sais plus qui disait ça, mais tu meurs deux fois. Le moment où tu meurs et le moment où la dernière personne parle de toi, en fait. Et bah, quand t'es un artiste, c'est vrai que tes musiques restent éternellement. Donc tu maximises, enfin éternellement, on verra, mais tu maximises tes chances, on va dire, que la dernière personne qui parle de toi soit dans assez longtemps, quoi. Donc c'est quand même chouette. Ouais. Enfin je sais pas si c'est chouette mais en tout cas c'est rassurant je crois. Bah, la mémoire, quoi. Mm. Et du coup toi à 16 ans quand tu commences à rapper juste parce que ça te fait du bien et que c'est un peu un jeu, quand on te dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard parce qu'en fait la fac c'est dans 2 ans, tu Mm. réponds quoi? Je n'en ai aucune idée. Vraiment, je te jure que je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Vraiment, j'étais en mode. Je suivais l'école, tu vois, j'étais moyen, je foutais la merde en cours parce que ça me faisait rire et que voilà. Donc je faisais me faire virer 10 000 fois, enfin tu vois, des trucs comme ça. Parce que voilà, mais foncièrement, je ne savais pas ce que j'allais faire, tu vois, j'avais aucune idée. J'allais suivre le parcours un peu classique, ouais, fac ou école de commerce, un peu, enfin, des trucs qui ne me disaient vraiment absolument rien, honnêtement. Et donc, non, je n'en savais rien, mais c'est assez étrange, tu vois. Alors, je sais pas pourquoi, mais c'est assez étrange parce que je me souviens bien que je sentais que j'allais faire un truc un peu particulier. Tu Ouais. vois, c'est hyper bizarre, hein, mais vraiment. Je sais pas si je crois au destin ou quoi que ce soit, mais tu vois, vraiment, je me souviens à 15 ans, 14-15 ans, être en mode. Je sais que je vais faire un truc, tu vois. Et peut-être que c'est ça qui a fait que je me suis déter et que j'y ai cru et que. Tu vois, peut-être que finalement l'un amène l'autre, qu'il n'y a pas vraiment de, de destin, on va dire, entre guillemets, voilà, voilà, je savais pas ce que j'allais faire, vraiment, mais je savais que j'allais faire un truc spécial, tu vois, en gros. Ouais, je pense que pareil, je sais pas si c'est le destin ou pas, mais je vois ce que tu veux dire dans le sens où je pense qu'on sait assez jeune, ou en tout cas, je pense qu'au lycée, on le sait, si on a besoin d'avoir quelque chose de très cadré ou si Ouais. on sent qu'en fait, il faut que ça repose sur nous. Mhm. Après, que ce soit artiste ou entrepreneur et tout ça, c'est Oui, c'est au ça. final un peu la même, Je savais pas dans quoi. la même démarche. Non, mais c'est Ouais. ça, complètement. C'est ça. Mais c'est est-ce que tu suis ce qu'on te dit de faire ou est-ce que toi, tu as besoin de C'est ça. créer et toi, tu as besoin de Exactement. créer quoi. Ouais, c'est ça. J'avais besoin de créer. Exactement. Et du coup, justement, qu'est-ce que tu as fait une fois que tu as eu ton bac? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, du coup, moi en fait, je publie une ou deux musiques pour continuer, parce que ça s'est passé un peu en parallèle, en fait. Le truc, c'est que je continue, donc je me marche, je continue à écrire, machin. Et en fait, avec mon frère, on écoute beaucoup de musique électro, tous les deux. Et donc, on va en festival et tout. Enfin, alors que j'étais hyper jeune, mais on adorait ça. Et en fait, il met une musique électro, je rappe dessus, on se dit waouh, ça marche super bien, trop cool. Je vais l'enregistrer en studio. On se fait un clip à iMovie avec des potes monté. Enfin, mais vraiment On est tous passés par là. ouais, voilà, le bas de gamme absolu. Mais c'était trop bien parce que c'était naturel et qu'à l'époque, justement, il y avait pas grand monde qui faisait ça. Tout le monde essayait de se prendre la tête. Et il y a eu il y a eu un moment, en fait, YouTube un peu fait maison qui a commencé un peu à prendre. Et je sais pas pourquoi je suis arrivé là-dedans.
Et donc je sors un ou deux sons, rien à voir, avec juste des visuels, des trucs sur YouTube. C'était YouTube à l'époque qui était le moyen de diffusion. Ça marche pas, mais je m'en fous un peu, voilà. Et donc j'arrive, fin terminale. Je vais passer mon bac et je me sens très bien, parce que je rappais beaucoup avec mon cousin aussi, qui a mon âge et tout, on est très proches. Et je me sens très bien, on se dit, on se retrouve à un truc, un week-end, et on se dit, ouais, en fait, le rap, c'est pas possible, quoi. En fait, la musique, c'est un enfer, il faut de l'argent, il faut des labels, il faut les médias, enfin, en vrai, ça ne marche, enfin, ça n'a pas d'avenir, et nous, on n'y arrivera pas, quoi. Enfin, voilà. Et un mois plus tard, je sors ce son qui est Ne fuis pas. Et pendant mes révisions de bac, et en fait, je réactualise tous les jours et ça prend une ampleur dingue. Et le truc arrive en une semaine, je crois, à 500 000 vues, tu vois, ce qui était énorme à l'époque. C'est énorme, ouais. Je me retrouve à YouTube bloque mon compte et mes abonnés pendant un jour parce que ça allait trop vite. Donc c'est des moments où en gros, justement, moi je commence à paniquer, je me dis putain merde, alors qu'en fait non, c'est juste que quand il y a des comptes qui prennent trop, en fait ils les bloquent pour être sûr que c'est pas fake en fait, et que c'est pas des faux abonnés, que c'est pas, voilà. Donc je me dis waouh, en fait ça prend une ampleur dingue. Et surtout ça prend une ampleur dingue tellement vite. Enfin, on Tellement parle de vite. toi, ta deuxième vidéo. Et de rien, tu vois, vraiment de rien. C'est-à-dire que c'est YouTube, c'est même pas sur les plateformes. Bon, YouTube, tout le monde était là-dessus aussi à l'époque, Ouais. hein, mais voilà. Et c'est tout. Et rien d'autre. Et le clip qu'on a fait pour rigoler. Et le truc explose. Et donc, moi, je suis en semaine de révision de bac. Et je me dis, putain, merde. Donc, je révise très mal mon bac. Et ça continue. Et moi, j'avais, avec Parcoursup, tous ces trucs-là et tout, moi, j'avais été pris dans une prépa à Paris, qui était une très bonne prépa en plus. Et en fait, j'y étais, quoi. Donc j'étais pris dans le truc. Oh, la Donc j'étais vache. obligé d'y aller, tu vois. J'avais pas le choix, je pouvais pas changer. Les choix étaient faits, c'était le truc où tu faisais tes choix et c'était fini. Ouais, puis toi, à ce moment-là, tu dis, j'ai un tube, quoi. Ouais, voilà. Et là, je me dis, putain, et je n'ai rien après. Il faut se dire que je sors ce truc. Enfin, j'ai un autre son après. Où pour moi, c'était mes derniers trucs, tu vois. Mais vraiment, hein, je dis même pas ça pour l'histoire. Vraiment, tu vois, j'allais en prépa. J'ai mes derniers tubes, enfin, mes derniers sons. Et je me disais, bon, bah, je les sors. Et après, je vais faire autre chose. Tant pis, la musique, ça deviendra pour m'amuser. Je sais pas ce que j'en ferai, mais voilà. Et le truc explose. Donc, je me dis, putain, merde, comment je vais faire ? J'ai de la chance d'avoir de très bons amis autour de moi, dont un qui aime bien un peu le côté business, et l'autre qui aime bien le côté image, qui avait fait le clip et tout. Mais bon, tu vois, ça reste quand même très bas de gamme, hein, mais on a 17 ans à ce moment-là. Et moi, je commence à me faire contacter par plein de labels qui veulent tous me rencontrer, savoir proposer des deals, de l'argent, donc on les rencontre et on se dit on n'est pas trop fan quand même, parce que déjà ça marche tout seul, et de deux qu'il y a un peu toute cette truc indé déjà à l'époque, tu sais, toute cette espèce de mentalité dans le rap qui n'a pas disparu, qui est encore là aujourd'hui, hein, mais qui à l'époque commence vraiment à être là en mode il faut être en indé, t'es stylé quand t'es en indé et tout. Et parce qu'on comprend pas ce qu'on nous raconte, les labels nous racontent des trucs, on est là genre les gars, on ne sait pas de quoi vous parlez en fait. Donc nous on a juste sorti une vidéo YouTube. Voilà, en fait nous juste on a sorti une vidéo YouTube, on est très contents et on a envie de continuer à faire de la musique. Donc tout ce qu'ils nous racontent, on comprend rien. Et nous, enfin moi en tout cas, quand je comprends pas, je fais pas. Tu vois, je préfère ne pas signer. Voilà. Donc tout va très vite et on se dit vas-y, on va créer une boîte en fait, et on va se produire nous-mêmes et on va monter notre label et on va y aller tout seul, quoi. Comme des grands. J'ai 17 ans. Donc on crée le label, du coup, une boîte, donc dérogation parce que j'étais mineur et tout. Là, du coup, tu sais que tu vas pas en prépa. Si, je reste en prépa. Tu vas toujours en prépa. Je vais toujours en prépa. Tout le monde me dit, mec, t'es un ouf. Et moi, je me dis, bah, je vais essayer de faire les deux. Et j'ai aussi mes parents derrière qui sont en mode, la musique, c'est sympa. Enfin, surtout mon père, qui est très, voilà, comme tout papa, je pense. J'ai interviewé 70 artistes, mais ce serait mon gamin, je te dirais d'aller à la fac, voilà, quand même. Quand même, tu fais, voilà.
Donc j'y vais quand même. Et même moi, en vrai, je suis en mode c'est cool, ça marche bien, mais même moi, je sais pas si ça va tenir, je sais pas. Enfin, ça paraît complètement lunaire, quoi, pour moi, à ce moment-là. Je me dis juste, ah, trop bien, c'est cool, quoi. Et donc, ouais, non, donc je rentre en prépa. Pendant l'été, on fait un autre clip sur un autre son qui marche super bien, qui est en tendance YouTube à la sortie. Donc on est en mode waouh. Et on sort un autre son. J'avais 3 sons. Donc Ne fuis pas qui est sorti en premier, qui a lancé le truc. Problème qu'on sort, qui est un son un peu plus love et tout. On fait un clip avec des mecs qui nous contactent sur YouTube, qui viennent de Toulouse d'ailleurs, qui sont à Big In House, qui sont très sympas et que j'embrasse. Et on a un 3e son. Sauf que le 3e son, on le clip et tout, on fait tout, on le sort sur YouTube et on se fait bloquer. Donc au moment où on le sort, on se fait bloquer. Parce qu'il faut savoir quoi, oui, il faut savoir aussi que j'avais pas les droits de toutes les prods et que c'était des prods qui étaient déjà connus. C'était de la musique électronique. Oui, tu les samplais en fait. En fait, non, c'était même pas des samples, c'était vraiment des musiques en tant que telles. Donc c'est vrai que je prenais des musiques électro et je rappais dessus, tout simplement. Donc du coup, on s'est fait striker de partout. Ne fuis pas, c'est aller juste, on n'avait pas la monétisation, problème aussi. Ouais, c'est relou quand ça marche comme ça de pas être monétisé. Voilà, c'est un peu chiant. Après, du coup, on les a contactés, on leur a envoyé un message sur Facebook en mode hello les gars, on vient de sortir un truc là, c'est en train de marcher. On pourrait essayer de trouver un arrangement pour qu'on puisse le sortir sur Spotify, quoi, s'il vous plaît. Et en fait, leur manager a pété un plomb et tout machin. Et sauf que on s'est bien entendu avec les compos, enfin le groupe de musique. Ils ont fait ah c'est génial. Et après j'ai rebossé avec eux. On a fait plein de trucs. Je leur ai pris d'autres sons. Et voilà, et on s'entend très bien. Parce que j'allais dire, il me semble qu'il y est sur Spotify. Ouais, pour le coup, ne fuis pas. Voilà, t'as réussi à le sortir. Oui, il a réussi à sortir. Et donc on sort ces trucs. On se fait bloquer parce que c'est une autre musique. Enfin bref, on est cons quoi. Tu savais pas, t'as 17 ans. Ouais, je savais pas, je ne comprenais pas tout ce qui se passait, mais voilà. Et j'arrive à la rentrée prépa et là je me dis bon bah faudrait que j'écrive un EP quoi, faudrait que je fasse un truc, un projet, faudrait pas que je laisse ça, donc je me retrouve en prépa à faire, en plus c'était une prépa un peu vénère tu vois, et je me retrouve à faire du 8h en prépa, on s'envoyait quoi jusqu'à 20h, 21h, parfois 22h, 23h tu rentrais chez toi. Et à écrire, en fait, je rentrais chez moi et j'écrivais un EP, tu vois. Donc c'était assez intense. Et j'étais enfin, voilà. Et c'était assez intense. Mais c'était assez ouf parce que du coup, la musique était encore un truc à côté. Tu vois ce que je veux dire? C'était assez mort. C'était pas mon activité principale. Ce qui, je pense, aussi faisait que c'était que du, enfin j'y allais, j'arrivais à ce que je pouvais mettre, je le mettais quoi. Tu vois, et j'avais jamais le temps de faire tout ce que je voulais parce qu'il fallait que je me couche au bout d'un moment, il fallait machin, mais ce qui faisait que je sais pas mais c'était une période assez ouf de ma vie parce que fallait toujours que je sois tight quoi. Et donc voilà, mais j'étais quand même très frustré de me dire putain ça m'emmerde. Je faisais des clips où je finissais à 5h du mat, le lendemain j'étais à 7h en concours blanc ou des trucs comme ça, je sens j'avais vomi, enfin c'était très dur, mais je kiffais parce que c'était très intense et que voilà, et c'est pour ça que pendant un an du coup j'ai pas du tout fait de concert en fait, donc j'ai fait 0 concert parce que avec la prépa et tout c'était impossible. Avec du recul je me dis que j'aurais dû continuer ma carrière musicale à ce moment-là, tu vois, vraiment, je pense que j'aurais pas dû faire cette prépa et tu penses? Même si ça m'a apporté plein de trucs, tu vois, en termes dans ma tête, dans mon voilà, ça m'a structuré, ça m'a cadré et tout. Tu vois, j'aurais aimé à ce moment-là pouvoir faire des concerts, développer ma carrière à fond, même si j'étais jeune, quoi. Tu vois, 18 ans, putain, je sais pas comment j'aurais fait. À tout moment, je me serais fait peut-être prendre par des majors et ça, j'aurais tué ma carrière. Mais ouais, j'ai un peu ce regret de me dire putain, j'aurais aimé soit que ça m'arrive plus tard en fait, soit m'y mettre à fond. Ouais, si tu vois, moi je me dis, de toute façon on peut jamais savoir ce qui se serait passé si t'avais fait autrement. Ouais. Puis ça t'a quand même aussi peut-être empêché de péter un câble. Aussi, ouais, c'est vrai, carrément. Enfin, tu sais, t'es jeune, ça marche, t'as vite fait de croire que ça va durer toute la vie aussi quand même, tu vois. Genre là, ça t'a quand même structuré et tenu, tu vois. Et puis, non, c'est vrai, quoi, j'oublie de parler de ça, mais c'est vrai que c'était... Ouais, c'est vrai, t'as raison. Tu vois,
Je le vois même pas comme ça, alors que je devrais, parce que c'est vrai que de passer tes journées, parce que tu te fais un peu chier dessus en prépa quand même, et avec plein de. Où tu partages, tu sais, t'es très proche des gens avec qui t'es, etc. Sauf que, en fait, t'es une star un peu à côté, tu vois. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est vrai que je pense que ça a aidé aussi dans ma tête de dire la réalité, c'est ça, quoi. Enfin, Ouais, ça te remet les pieds sur ouais, terre, en voilà, fait. ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Et tu la tiens 1 an, du coup, cette prépa, ou tu Je fais la les tiens un deux? an. Voilà, Ouais. je la tiens un an. Je suis pas si dégueulasse, tu vois. Mais ouais, j'ai pu. Enfin, je me dis, voilà, faut que je me mette à fond dans mon truc, que je tente parce qu'en plus la deuxième année en prépa elle est encore plus dure et je me dis bah en fait soit j'arrête la musique et ma prépa aussi me disent mec tu peux pas faire les deux, donc là je choisis de partir et je vais à Dauphine, je sais pas si tu vois, à Paris. Ouais. Donc j'ai la chance d'avoir un truc qui s'appelle le parcours talent. Donc on Où- va le préciser, ce que je te dis, oui, mais il n'y a pas comment en fait qui t'écoute. Ouais, oui, complètement. C'est une bonne fac parisienne. Ouais, c'est une fac parisienne, une très très bonne fac parisienne, vraiment, que j'avais même pas eu, tu vois, en sortie d'école. Et en fait, j'apprends de pote en pote que Petit Biscuit a fait une filière là-bas, qui s'appelle la filière talent, un peu à l'américaine, dans laquelle tu as des horaires aménagés et tu peux faire tes activités à côté, que tu sois un sportif, entrepreneur ou artiste. Donc je me dis, bah attends, mais génial, je vais aller là-bas, trop bien, je vais la tenter, quoi. Ou alors la fac. Parce qu'en gros, en prépa, on avait un truc avec Nanterre direct. Je me dis, oh, sinon, je vais à la fac. Et je suis pris à Dauphine, donc je me dis, waouh, dingue, je leur ai vraiment envoyé des screens YouTube, tu vois. Donc je suis en mode, ok, bizarre, mais d'accord, super. Donc j'arrive là-bas, je recommence en première année en plus. Donc, je me dis, waouh, dur quand tu sors d'un an de prépa, mais bon, c'est pas grave, je me dis, je m'en fous, voilà. Et je recommence en première année, j'arrive là-bas et c'était hyper drôle parce qu'il y a un espèce de truc d'accueil, de pot d'accueil le premier jour où t'as tous les talents qui sont là. T'es un peu à Poudlard, tu vois. C'est un peu, toi, t'as Dauphine, t'as les gens normaux et toi, t'es un sorcier, tu vois. Parce que t'as un talent, tu vois. T'es là, ok, j'ai un talent, super. Et t'es avec plein d'autres gens qui ont des talents. Et ils annoncent, tu vois, ils disent tous les talents qui sont arrivés cette année. Donc ils disent un mec qui fait du badminton, un mec qui fait de l'athlétisme, du volley, un qui monte une boîte, nan. Et il fait tout le truc et à la fin il dit et un rappeur. Et là j'étais tout seul, tu vois. Et là tout le monde se retourne en mode comme ça, et personne me regarde moi, tu vois, parce que j'ai vraiment pas la gueule d'un rappeur, tu vois. Et je sens souvent ça m'a fait vraiment beaucoup rire et je me souviens des potes que je me suis fait après qui m'ont tous dit mec ce moment était fou, enfin personne ne te regardait quoi, on n'aurait pas pensé que c'était toi, quoi. Donc c'était très drôle. Ouais. C'est excellent, parce qu'à ce moment-là, tu dois te prendre un syndrome de l'imposteur qui doit être vénère. Complètement, mais je crois que j'aimais ça, tu vois. Enfin je crois que justement j'étais en plein syndrome de l'imposteur et j'étais jeune et aussi j'avais envie de vivre un truc normal en fait, vraiment, et je le disais, hein, je disais en fait j'ai envie de. Enfin, si je me mets à fond dans mon truc maintenant, je vais louper ma vie étudiante, je vais louper trop de trucs qui vont faire que je pourrais pas rattraper plus tard, en fait. Et ma carrière, si je m'y mets à fond, c'est top, mais ça va durer peut-être 4-5 ans, j'en sais rien, ou peut-être plus longtemps, mais ça va m'éloigner des autres, et moi, je voulais pas ça, en fait, tu vois. Et c'est pour ça que je me suis mis à fond là-dedans. Je sais pas, ouais, ce vrai syndrome de l'imposteur pour le coup. Mais aussi parce que j'avais envie de vivre. Ça va être bizarre de dire ça, mais avec les gens de mon âge, tu vois. C'est un peu chelou, mais c'est vrai que ce qui se passait, c'était complètement dingue. Et je me faisais reconnaître de beaucoup. Ouais, c'était assez intense. Mais je voulais vivre un truc normal, me faire d'autres potes, rencontrer des gens et être aimé et reconnu pour autre chose que ça. Enfin, tu vois, c'était assez important pour moi. Et ça, je pense que j'ai bien fait parce que, effectivement, je me disais, putain, mes années d'études, c'est des trucs qui te forment aussi, qui te construisent et que j'ai pas envie de louper, quoi, en gros. Ouais, puis ça te permet, en plus, en étant dans un système où tout le monde a un talent, justement, Ouais. d'être aussi face à des gens qui, au final, sont eux aussi hyper Sont eux focus aussi, sur leur exactement. projet. Ouais, Et ouais, donc, c'est en ça. fait, tant mieux Ouais. pour toi si ça marche, mais Carrément. au fond, ils s'en foutent un peu, tu vois. Carrément, et c'est ça, ils sont en mode, bah très bien. Non, carrément. Et puis il y en a d'autres qui sont passés par là, et ça te ramène aussi à un truc
un peu normal, quoi. Donc ouais, non, c'était cool. Mais Ouais, je pense que c'est hyper important, en fait, que tu aies fait ça. Hyper important, ouais. Et donc là, tu fais 5 ans à Dauphine? Non, je fais... non, je fais... donc c'est une filière qui dure 4 ans, 5 ans, je sais plus. Et c'est une filière qui, au début, je crois, dure 5 ans, mais qui, en fait, dure 4 ans. Je m'en suis rendu compte à la fin. Et en fait, donc elle dure 4 ans, donc t'es censé faire tes 3 années de licence. Tu les fais en 3 ans normalement, et là, tu les fais en 4, avec les horaires aménagés, les trucs, les machins. Ok. Et là, je fais 3 ans là-bas. 3 ans là-bas, je m'amuse énormément. C'était des années vraiment très très cool. Donc je rentre même dans le jeu, des assos, des trucs, des machins. C'était vraiment très cool. Et je rencontre là-bas, le premier jour en talent, donc lors de cette journée, je rencontre Odeto. Donc je te reparlerai après. Avec qui est un mec qui lui a un an de plus que moi et qui est en filière comédien. Ok. Donc il fait du théâtre, il fait machin. Je sais pas si son nom te dit un truc, non? Mais ça me dit un truc, mais Ça te j'arrive dit- pas à savoir T'arrives pourquoi. pas à savoir pourquoi. Ouais. Ouais. Et voilà, et on se rencontre là et on devient très potes. On devient très très potes donc à Dauphine, cette université, machin. On fait beaucoup de conneries ensemble. Et moi, je continue à rapper et je prépare donc une mixtape à ce moment-là. Donc j'avais sorti mon EP. J'étais passé l'épisode EP, mais j'ai sorti mon EP avant, donc en prépa, qui a super bien marché. C'était génial, c'était trop cool. Je fais quelques dates parisiennes l'été. Ça se passe trop bien, je suis très content aussi. Je rencontre Big Flo Oli à ce moment-là, qui me Énorme. contacte, qui m'invite à leur Planète Rap. C'est peut-être, je sais pas si en temporalité je suis au bon moment, mais bon, ça se passe dans ces moments-là qui sont à fond derrière moi, qui me disent mec on kiffe de fou, ils m'invitent à leur zénith enfin bon, c'était vraiment cool et pour le coup des bêtes de gars, ils m'ont donné plein de soutien et c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui croient que je viens de Toulouse. Oui, c'est possible. Ouais, sûrement. Et je rencontre leur tourneur qui me dit que par blague ils m'ont trouvé et qu'en fait ils kiffent ce que je fais et qu'ils veulent bosser avec moi, donc Bleu Citron, qui commence à me faire tourner, commence à me faire des concerts, etc. Donc vu que j'ai un peu plus de temps. Donc voilà, c'est cool avec mon cousin qui est backer avec moi sur scène. Donc l'histoire est vraiment sympa. Et en parallèle, moi je prépare une autre mixtape donc, dans laquelle je vais mettre plein de sons. Toujours dans ce truc que j'ai envie un peu électro house, que j'ai du mal à faire, mais que j'essaie de faire. Et en soirée, on se retrouve avec Odeto et d'autres potes à rapper pour se marrer. Mais il faut savoir qu'Odeto ne rappe absolument pas. Et en fait, on est avec des potes qui rappent, on commence à faire des trucs, et on a un refrain qui nous vient, tu vois, en mode un peu de petite joie flou, un peu comme ça et tout machin. Et tout le monde se met à chanter dans l'appart, tu vois, alors que c'est du freestyle, c'est voilà. Et moi, je me dis, putain, pas mal, tu vois. Enfin, en mode, ok, c'est cool. Et donc, on chante ce truc. Et moi, on se retrouve avec Odeto, on va savoir pourquoi. Odeto, qui ne rappait pas. Un mec qui s'appelait Alexis, tous les trois, avec qui on chantait un peu le refrain. Et on se dit, putain, moi, je leur dis, les gars, en vrai, c'est pas mal, le son il est cool et tout. J'aimerais bien le sortir en fait, j'aimerais bien en faire un son et qu'on le sorte. Donc ils sont en mode, mais ta gueule et tout, mec, jamais de la vie. Enfin en mode, oui, mais ça n'a pas de sens. Et là, il y en a un donc Alexis qui me dit, vas-y mec, ok, je vais créer un couplet. Et Odeto qui me dit, vas-y mec, moi aussi je vais créer un couplet. Sauf qu'il rappe pas, le mec ne fait rien. Donc moi je lui fais genre, frérot. Je suis pas sûr. T'es sûr? T'es sûr? Je lui dis ok, mais t'es sûr de toi? Enfin bon, bref, voilà. J'ai déjà raconté cette histoire, il m'en a beaucoup voulu. Donc Désolé. voilà, désolé. Enfin non, on en arrive, mais voilà. Et moi vraiment, donc je dis ok mec, mais pas sûr, tu vois, parce que voilà. Et juste pour continuer l'anecdote qui est un peu longue, mais je me permets parce que là l'idée c'est que ce soit un peu long, mais on a une play à côté et on est vraiment con, mais et Odeto était fou amoureux d'une fille depuis dont il me parlait depuis, enfin c'était voilà. Et on se dit vas-y, on fait un match FIFA tous les deux, donc on joue et tout. Et il me dit si je perds
je dois envoyer je t'aime à cette fille. Donc moi je lui dis ça. Et il me dit si tu perds, on sort le son, on fait le son et tu le sors sur ta mixtape. Je dis ok machin. Et comme ça ressemble à une idée de merde. Comme ça ressemble à une idée de merde. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a fait les deux, en fait. C'est-à-dire qu'il a envoyé le message parce qu'il a perdu, sauf que j'ai quand même sorti le son derrière. Mais donc voilà. Et donc je bosse le truc et tout. Et c'est vrai que c'est un peu l'histoire de. Je te raconte ça parce que le son a très bien marché, évidemment, derrière. Oui, bien sûr. Donc c'est pour ça que je te raconte ça. Mais c'est vrai que c'était vraiment un truc de potes. On se marrait bien. Et en fait, on se retrouve donc 2 semaines plus tard chez moi, où moi je relance les gars en leur disant les mecs, vraiment j'ai réécouté et tout, c'est vraiment cool. On fait des maquettes, on fait des trucs, on se dit putain c'est sympa sur une instru qui est vraiment très rap. Et avec Odeto, on se dit ouais, ce serait cool d'aller chercher autre chose, d'aller chercher une instru un peu différente. Donc on va sur YouTube, on trouve un type beat, on l'accélère x 1,5. Enfin, ça n'a vraiment aucun sens. On se dit ok, c'est cool comme ça et tout, sympa. C'est l'instru définitive hein, qu'on a acheté, qu'on a machin, on a les droits, t'inquiète. Mais c'est assez ouf de se dire que c'est passé comme ça. Et en fait, Odeto, donc je passe ce truc, mais Odeto, quand il arrive, donc c'est le premier couplet qu'il pose. Et moi je me dis putain mais c'est sympa quoi, enfin en fait c'est cool, le mec n'avait jamais rappé, jamais machin, mais c'est cool, il y a un truc, donc il y va. Et en fait le troisième mec qui avait un couplet sur le son finalement part et dit en vrai les gars moi en fait c'est pas mon délire, machin, j'y veux pas. Donc il dit ok bon bah vas-y tant pis, mais nous on y va. Et donc je les emmène en studio, donc eux c'est leur premier studio et tout, ils sont comme des oufs, voilà. On fait le son et on se dit ok il y a un truc, je l'envoie à tout le monde, me dit mec il y a un truc, c'est ouf. Et donc je sors mon EP, ma mixtape je crois donc un an après à la fin de l'année Dauphine, il y a le Covid qui arrive. Ouais. Donc moi j'ai trop le seum parce qu'il y avait tout un truc de concert, de machin. Et je sors quand même la mixtape. Ça marche bien et ensuite je sors donc le son Chin Chin qu'on a fait avec Odeto, donc celui dont je te parlais, et là même chose, ça explose sur TikTok cette fois, ça explose sur TikTok, tu vois, chaque réseau a fait son Ça truc. tu l'avais prévu TikTok? Non pas du tout, faut te dire que c'est ma 3e vidéo TikTok, c'est le début de TikTok, on est en 2020, tu vois, c'est peut-être pas le début, mais c'est au moment où on se disait putain attends ça marche ce truc, tu sais, on se disait ok waouh ça arrivait quoi, ça venait vraiment tuer YouTube, c'était le début de ça. En fait à chaque fois que tu arrives sur un réseau tu retournes internet quoi. Ouais c'est un peu bizarre, ouais. Allez sortez un nouveau truc là. Non mais et du coup ça explose, pas forcément pour les bonnes raisons, parce qu'on se prend un peu des polémiques à droite à gauche, il y a des trucs pas ouf qui nous arrivent, je passe les détails, mais et en même temps c'est divisé, mais on est mal compris, donc on met des messages d'excuses machin etc. Moi je veux pas supprimer le son parce que je considère que c'est l'énergie et qu'il y a des gens qui l'ont peut-être mal compris etc. Et je m'en suis excusé, tu vois, mais je considère que l'art c'est comme ça aussi parfois en fait, malheureusement. Et voilà, on s'est excusé, on a dit que pour les gens qui avaient pu mal comprendre ou qu'on a pu heurter avec ça, je pense. Du coup, tiens, écoutez après. Voilà. mais du coup, voilà, c'est-à-dire que ça fait un petit bad buzz, mais ça fait un buzz quand même. Et c'est ça qui est bien dans un sens. Bon, moi, avec du recul, tu vois, je suis pas fan non plus, parce que c'est une image que j'ai gardée, qu'on me ressort même aujourd'hui, où parfois je suis en mode les gars, c'est bon, tu vois, passer à autre chose. Donc avec du recul, je me dis c'est bien, mais en même temps, en fait non, je m'en serais bien passé, tu vois, honnêtement. Mais voilà, donc ça marche vraiment très bien, et en même temps il y a vraiment toute une partie qui écoute le son et qui est à fond en mode mais c'est trop bien, j'adore et tout. Ouais, oui, ça c'est la bonne partie, mais ouais, ça doit pas être facile de se lever le matin et de se dire en fait il y a des gens qui me détestent. Exactement, alors que j'avais pas prévu ça en fait. Ouais, enfin, tu vois, c'était pas méchant. Ça c'est toute une autre partie de ma carrière qui est très bizarre, où tu te reçois des insultes toute la journée, tout le temps, c'est hyper violent. C'est un peu du harcèlement en vrai, tu vois. Ah, mais c'est complètement du harcèlement. Mais bon, écoute, en vrai, tu vois, à ce moment-là, je me dis putain, qu'est-ce que je fais? Je reçois des menaces, des trucs, machin. Ah la vache. Ouais, mais je me dis, pour vraiment de la merde, hein, vraiment. Mais je me dis, en fait, c'est horrible, mais aujourd'hui, malheureusement, quand tu choisis d'être un personnage public, bah en fait, tu t'exposes à ça, quoi. Donc il y a tous les bons côtés, d'être connu, d'être tout ce que tu veux, voilà.
mais en fait tu t'exposes aussi à ça, c'est un peu le jeu en fait, tu vois, c'est horrible, mais bah en fait c'est comme ça, il faut essayer de vivre avec quoi, parce que t'as pas trop le choix en fait, tu vois. Donc ouais, mais ça même jeune, hein, même tu vois, même 17 ans, quand je me lance le truc là, ne fuis pas, il y a des haters, hein, tu vois, mais il y en a toujours, hein, qui m'attaquent sur ce que je suis, sur ma gueule, sur ma couleur de peau, en mode juste genre terre blanche, je suis en mode les gars, ok, mais on s'en fout, enfin on s'en branle, tu vois ce que je veux dire, non mais enfin en mode ouais, enfin bon, c'était assez voilà, mais bon c'est normal, il y a toujours des gens qui qui sont là pour cracher, on va dire entre guillemets. Je pense que dès que tu réussis d'une certaine manière, bah tu te fais descendre en fait, enfin c'est normal, il y a toujours de la jalousie, il y a toujours de et puis des gens qui aiment pas, c'est normal, tu vois. Donc Ouais, mais bon, on n'est pas obligé de dire tout ce qu'on pense non je plus. suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais bon, voilà. Mine de rien, ça permet au son en fait d'être connu et donc de ce côté-là, c'est cool. Même si je pense que ça m'a un peu mis une image qu'en fait j'aime pas trop. Et ensuite Covid, bam. Donc j'allais sortir ma deuxième. Je crois que je le sors juste avant le Covid. Ce truc-là, pardon, je me suis trompé. Je sors juste avant le Covid. Espoir, donc Espoir volume 1. Et je prépare le volume 2, qui est la deuxième partie de la mixtape, qui doit sortir en. Je sais plus, en avril, un truc comme ça. Tu vois, je sors ça en septembre, et le volume 2 doit sortir en avril 2021. Ok. Voilà. Et donc, pardon. Et donc, la pandémie, c'est quoi? C'est mars 2021, comme ça? C'est mars 2020. 2020? Ouais. Ah bah alors c'était avant. C'était avant, c'était 2020. J'ai Et après oublié. 2021, on était encore Il y a confinés. Ouais, les confinements, les trucs, les machins. Ouais, c'est ça. Ça avait duré longtemps voilà, quand même. voilà. Donc je sors. Non, donc c'était bien pendant le Covid que je sors ma mixtape, donc en septembre 2020. Donc après, je crois, le premier confinement, mais toujours avec toutes les mesures, etc. Et je sors ma deuxième, donc en mars 2021. Donc on a encore donc il y a pas les concerts sont pas encore revenus et tout, je crois en fait. Et donc voilà, je sors ces deux projets, ce qui me fout trop le seum, parce que du coup, en fait, je ne peux pas faire de concert, donc je peux pas pousser mon projet là où ça aurait été le truc le plus important à faire en fait à mon stade de ma carrière pour me développer en fait, tu vois. Donc c'est vrai que je m'en rends pas trop compte sur le moment, mais ça me fout quand même vraiment le seum, et même aujourd'hui, je me dis putain, c'est vrai que sur la scène et tout, ouais, ça me fait chier quoi. Donc voilà. Et donc je sors ces trucs, donc t'as un truc aussi très fake en fait, tu vois, parce que bah, tu fais des millions de streams, t'es adulé sur les réseaux, etc. Et tu sors dans la rue, bon, tu te fais reconnaître ou quoi, mais je veux dire, ta vie ne change pas, quoi. En fait, ça ne change rien à cette c'est juste période-là. des chiffres, en fait. C'est juste des chiffres, Ouais. tout ça n'est très factice, quoi. Tu vois, donc c'est un peu dur déjà de le réaliser, c'est un peu bizarre. C'est vrai que c'est des périodes un peu chelou pour moi. Surtout que je suis encore en études et tout. Donc ouais, c'est un peu bizarre. Et, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je sors mon volume 2, ça se passe très bien, ça marche très bien, je suis très content. Et je me retrouve l'été d'après, donc là on est en 2021. Ouais, 2021. Et en fait, donc mes deux potes qui m'ont suivi dans l'histoire, donc qui m'ont suivi à fond, il y en a un qui a fait une prépa aussi et qui rentre dans une très grande école de commerce et qui déjà, moi, je sentais... et un mec hyper curieux, qui était hyper bon dans ce qu'il faisait, mais tu sais, on était tellement jeunes que moi, les deux, je leur ai dit, les gars, en vrai, moi, c'est mon truc, je suis la tête d'affiche, voilà. Mais vous, enfin, si vous voulez faire autre chose et aller faire autre chose, allez-y, quoi, tu vois, parce que, enfin, c'est entre guillemets, pour l'instant, c'est ma carrière et si vous voulez faire autre chose, je le comprendrai. Et lui me dit à ce moment-là, mec, en vrai, moi je vais y aller en fait, et je vais aller faire autre chose parce que j'ai envie de voir autre chose. Je suis un mec très curieux et j'ai l'occasion d'aller dans autre chose, donc je pense que je vais faire autre chose. Et moi je suis très ok avec ça. Donc il part à ce moment-là de l'aventure. Et l'autre qui s'occupait plus de la direction artistique, du visuel et tout, me dit moi j'ai envie de partir un an, je reviendrai sûrement, mais j'ai envie de partir un an parce que j'ai envie de voyager. Et tu sais, en fait, c'est con, mais dans ces trucs-là, c'est dur de voyager parce que bah, y avait eu le Covid, il y avait eu la pandémie, il y avait eu ces trucs. On n'est pas trop en études, puis on est toujours dans le rush, on sort des projets, donc tu peux pas vraiment te barrer en fait 6 mois, un an comme ça. Ouais, puis si tu voyages, tu fais pas de concert. Ouais, c'est ça, voilà, c'est con, mais c'est un peu dur. Et lui avait toujours pour rêve d'aller au Brésil, à New York, donc il part aussi pendant un an. Donc je me retrouve sans mes deux, en fait, mes deux piliers, on va dire, tu vois, avec qui j'avais monté ce label.
Et donc je me retrouve un peu tout seul en fait à ce moment-là. Mais je suis très ok. Enfin, je suis en mode en vrai ça va le faire, je vais me démerder. Je sais que Victor, donc le DA, il reviendra. Voilà. Et donc je reprends un peu les trucs en main à ce moment-là. C'est une période très longue. Je rencontre du coup beaucoup plus de gens en musique. Je rencontre Triple Double, je rencontre Baumel à ce moment-là. Avec qui on s'entend super bien. On sort un son, Mélina, qui marche très bien. On est trop contents. Je rencontre l'équipe enfin du coup c'est la même équipe mais Bel Air qui sont du coup enfin des mecs plus de la house, donc moi ça me correspond trop. Je suis en mode ok, c'est trop cool, on fait des séminaires. Ouais, et là je commence en fait je vais dire ça comme ça, mais à capter que je suis un artiste en fait, tu vois. À ce moment là je me dis ok, en fait il y a d'autres gens qui sont comme moi. Avant vraiment je suis tout seul dans mon coin, tu vois, faut se dire ça aussi. Et je commence à me dire ok, en fait il y a un environnement, il y a des gens, enfin en fait c'est une vie quoi, c'est vraiment une vie, c'est un métier, et je commence un peu à me prendre au jeu en fait à ce moment-là. Et je kiffe, je m'entoure, donc je prends un nouvel entourage. Je signe avec Triple Double en management, qui est une boîte du coup qui gère les Baumel, Bel Air, etc. Avec qui je m'entends super bien. Désolé, je bois un peu d'eau. Vas-y. Surtout, du coup, je fais un petit aparté, mais enfin, tu signes avec un management. Enfin, c'est-à-dire oui, que oui, jusqu'à enfin. maintenant, tu gères tout seul. Je gère tout seul, ouais, c'est ça c'est vrai que c'est assez fou. Mais c'était bien aussi, tu vois, c'était cool. Et donc je signe avec eux et qui me disent mec, on va t'emmener en major, en gros. Ils me disent on va t'emmener en major, on va tenter le coup. Et moi je suis plutôt ok avec l'idée parce que l'indé, j'avais trop kiffé l'indé. Mais sur toute la partie promo, ouais, bah en fait promo et même moyen, même image, je me dis putain l'indé c'est chaud quoi, parce que tu dois mettre énormément d'argent, sauf que en fait dans ces trucs là bah t'as pas toujours du retour, enfin ça coûte. Et je me dis est-ce que ce serait pas plus smart de déjà tenter l'aventure avec une major pour voir en fait ce que c'est, plutôt que de juste me dire c'est de la merde, tu vois. Je me dis voilà, je vois, au pire ça se passe mal, c'est pas grave, et si ça se passe bien tant mieux. Et à cette époque, je suis assez persuadé du fait que en donnant des pourcentages à des gens dans un projet, donc c'est le contrat que tu passes tu fais des contrats de licence, c'est que tu donnes des pourcentages plutôt que d'aller payer en gros, si tu veux, des attachés de presse. Tu donnes des pourcentages à des gens qui eux vont payer des attachés de presse, mais qui sont plus du coup plus impliqués dans ton projet quoi. Ouais, tout le monde a intérêt à ce que ça marche. Voilà, tout le monde a intérêt à ce que ça marche. Moi je pense que ça va être plus intéressant. Ça va être... Ouais. Expliquons juste qu'une major, ça va être genre Universal, oui, pardon, Sony. excuse-moi. Donc Ouais, est-ce que exactement. je m'adresse pas toujours à des gens qui connaissent la musique. Non, mais complètement. Les trois majors, c'est donc Universal, Warner et Sony. C'est ça. Qui sont, on va dire, les grosses maisons de disques du monde, en fait, et qui sont détenues. On appelle aussi ça des majors, enfin surtout ça des majors, parce que c'est détenu par des fonds, il y a des objectifs de rentabilité. On n'est pas sur de l'indépendant où c'est une personne ou deux personnes qui détiennent le truc, en gros. Voilà. Donc, je signe avec ce management qui, de fil en aiguille, donc je prépare un autre EP et je commence à penser à mon album en me disant bon, ce serait cool que je fasse un album. Je me sentais pas du tout prêt jusque-là, mais là je me dis en vrai ce serait cool. Mais je me dis vas-y, je vais faire un EP et ensuite je ferai un album. Donc voilà, je signe chez Universal Polydor. Donc le label de Universal, la maison de disques, avec toute une équipe géniale, le directeur de label qui est un mec que j'adore en plus vraiment, qui me signe, qui avait fait Big Flo Oli, qui avait fait Nekfeu, qui avait fait Stromae, qui avait fait que des gens, moi, où je suis en mode waouh, beaucoup d'étoiles dans les yeux dans ce milieu, mais à cette époque, moi je me dis c'est ouf. Et je suis que ce mec veuille me signer, c'est trop bien, on est tous trop contents, on se dit let's go, l'équipe est trop cool. On est, je crois, en 2021, du coup, 2022. Non, 2022, voilà, 2022, avant l'été. Et un mois plus tard, donc je signe et ce gars-là se fait virer. Ce gars-là se fait tège, enfin pas virer, mais il se fait réarranger. Enfin bon, bref, il se fait replacer quelque part chez Universal. Donc il est plus à la tête de ce label. Et c'était un peu le mec emblématique du truc. Il était là depuis 8 ans. Enfin, tu vois, c'était un peu important. Et quand la tête tombe, le reste soit va tomber aussi, soit
tout le monde va bouger, il n'y a plus le truc, quoi. Donc, Ouais, le projet est plus le même, ouais. bah, c'est plus le même, et puis c'est hyper important, en fait, en label, d'avoir une équipe qui croit en toi, qui sait où tu vas, qui a une vision, etc. Et toi, là, t'as déjà signé, quoi. Moi, j'ai déjà signé, en fait. Ouais. Donc moi, à cette époque, je me dis, putain, merde, et en même temps, je me rends pas compte à quel point ça va être une galère. Donc ils mettent un directeur de remplacement, et un à un, en fait, les gens de l'équipe dans ce label de Polydor, en fait, se font tège. Donc c'est insupportable, en fait, il se passe rien. En fait, je travaille pas mon projet, donc c'est une catastrophe, honnêtement. C'est vraiment une catastrophe, parce qu'ils tentent des trucs, ils essaient, mais ça n'a pas trop de... Ouais, ça n'a pas trop de sens, en fait. Il y a des gens qui essaient de m'aider et tout, donc c'est cool. Mais globalement, en gros, je fais ce projet en indé, quoi. Du coup, je me retrouve dans une major à faire un projet en indé. Donc, t'as pas les revenus qui vont avec, donc ça rend dingue. Et avec donc Triple Double Management qui aussi font plus que du management, quoi. Tu vois, c'est-à-dire, on fait tout, en fait. Donc, en fait, c'est insupportable. Et je me tâte à partir. Donc, il y a un directeur qui est là. Il se fait virer, ce directeur, au bout d'un an. Un an plus tard, je sors l'EP. Le mec se fait virer au moment où je sors l'EP. Toi, t'as vraiment un timing. Je me dis, non, mais les gars, vous êtes sérieux, au manager, à chaque fois qu'il m'appelle, je suis là, non, c'est une blague, quoi. Donc, je sors l'EP, le mec se fait virer. Et là, il change toute l'équipe. Il y a une équipe hyper cool qui arrive, vraiment. Genre, donc là, c'était en 2023. Hein. Donc, c'est vrai, là, on commence à doucement arriver aujourd'hui. Il y a une équipe vraiment cool qui arrive. Ils changent le nom du label. Moi, ils comprennent ma vision. C'est une meuf qui est à la tête du truc, qui vraiment capte ma vision, avec un directeur adjoint qui est trop cool, qui veulent pousser mon projet. Et là, je sors, je me dis, ok, je rentre dans ce truc vraiment électro, où je mettais donc l'EP Union que j'ai sorti, pardon, je sors Union juste avant, donc où c'est un peu la cata parce que en fait il y a personne, on est tout seul, le mec se fait virer, enfin voilà. Et c'était une direction beaucoup plus pop. J'avais pris un truc un peu plus pop, un peu plus major, quoi. Et après cette EP, je me dis en fait ça m'emmerde, j'ai envie de revenir à ce que j'ai envie de faire et ce que je fais de mieux, c'est-à-dire rap électro, je me fais pas chier, quoi. Et donc je reviens à fond là-dedans, et en fait on sort des sons et ça marche bien, en fait, il y a vraiment des résultats, les gens kiffent, on lance un peu toute une nouvelle direction artistique, et donc moi je me dis ok, bon, en fait, je vais sortir l'album, quoi. De base, ça devait être un deuxième EP, mais je me dis, vas-y, ça va faire un album. Sauf qu'on me dit, mec, attends, en vrai, viens, on essaie de faire un EP, comme ça, on chauffe le truc, et ensuite, on ira sur l'album. Je me laisse convaincre. Et je me dis, ok, je vais sortir un EP avant l'album, qu'on va appeler Les Prémices. En gros, ce sera genre les prémices de l'album. Ah ouais. Donc, je me dis, ok, on part avec ça. Donc, on est en 2023. Je me dis, ok, fin d'année 2023, je fais une cigale à ce moment-là. J'ai oublié de te parler des scènes, mais je fais une cigale, je remplis une cigale, c'est fou. C'est un concert qui est une salle emblématique parisienne, et c'est dingue pour moi de faire ça. Et à ce moment-là, je suis en mode waouh. À la Cigale, on annonce un Olympia pour l'année d'après, donc je me dis encore plus fou. Enfin, moi, je ne comprends pas trop ce qui m'arrive, mais c'est trop bien. Et je suis très heureux de voir que les gens sont là, en fait, dans le réel. C'est un peu l'inverse. Ce qui se passait avant, c'est que ça marche un petit peu moins bien, mais en fait, dans le réel, les gens sont là, tu vois. Donc je suis en mode ok, trop cool, je préfère ça. Et donc j'arrive fin 2023, je sors quelques sons, je sors Danse, qui marche super bien, Développe, et je prépare cette EP pour du coup début 2024, donc l'année dernière. Cette EP sort et je me dis ok, donc l'Olympia est en décembre 2024, est censé être en décembre 2024, et moi je sors l'album pour juin. Sauf que j'arrive quand Non, pas pour juin, je sors l'album pour genre septembre, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que fin 2023, début 2024, je crois en janvier-février, au moment où je sors les prémices, on m'appelle, on me dit, le label ferme. C'est-à-dire que donc la directrice se fait virer, tout le monde est replacé à droite à gauche, et le label ferme, en fait. Donc le contrat, c'est fini, tout est fini, enfin, voilà, quoi. Ah, je l'ai pas vu arriver, celle-là. Donc je me dis mais merde, quoi, je me dis mais fais chier, quoi, parce que là pour une fois on tenait un truc, les gens sont chauds, nous j'avais déjà commencé la prod de l'album, tu vois, donc on était en séminaire, même en termes financiers on a déjà commencé à avancer les trucs et tout, et je me dis putain merde, quoi, genre là je dois sortir un album dans 6 mois, je perds mon label, je perds du coup tout ce qui va avec, quoi, les financements, l'équipe, les gens, et tu te dis putain merde, quoi, je sais pas comment je vais faire.
Et donc c'est un peu une situation de crise quoi. En vrai à ce moment-là, donc on sort le P quand même, mais en fait c'est le bordel quoi. Mais là, toi, il se passe quoi? Enfin, tu pleures? Tu fais quoi? Non, je pleure pas. Je suis quelqu'un qui pleure très peu malheureusement. Enfin, je dis malheureusement parce que j'aimerais pleurer. Ouais. Ça aide de fois. Ça aide de ouf. Ça m'arrive hein, mais malheureusement ouais, je pleure pas assez j'ai envie de dire. Et non, je suis plus en rush. Je suis Ouais, plus t'es focus. En fait, je me dis juste, faut que je trouve une solution en fait. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai déjà vécu ces trucs de merde, voilà. Je sais que je peux y rester longtemps. Et là, juste, je suis en mode, mec, en fait, t'as un Olympia à la fin de l'année. Faut que tu trouves une solution là. T'as envie de sortir ton album. Si tu restes trop longtemps dedans, en fait, c'est chiant quoi. Donc, je suis plus en mode rush et on lance du coup des recherches d'aller chercher de nouveaux labels. Et ça prend du temps. Surtout quand t'arrives et que t'es en demande en fait. Bon bah, en termes de négociation, t'es dans le rush, t'es machin, tu peux te faire avoir beaucoup plus facilement. Et moi, j'ai pas envie de signer n'importe quoi non plus. On a la chance parce que moi, Universal me propose de me recaler dans d'autres labels, dans d'autres trucs. Moi, je dis non, c'est bon. Enfin, elle me fout ses Def Jam ou quoi. Bon, c'est génial, mais juste ça n'a rien à voir avec ma musique. Et même moi, au bout de 2 ans d'expérience, j'étais en mode en fait, c'est bon, je veux revenir en indé en fait. Je veux revenir, je veux faire mes trucs. Ce sera beaucoup plus dur, beaucoup plus long, on aura moins d'argent, on aura moins de voilà, mais au moins c'est nous qui allons faire les trucs et on se fera pas constamment avoir par des conséquences externes. Et donc je sors de ce truc là, j'ai la chance qu'ils me rendent une partie de mes morceaux. On n'a pas, ils auraient pu m'enfermer, ils l'ont pas fait, donc je suis très content. Et justement avec Triple Double on s'est bien battu pour ça, donc merci à eux déjà. Et voilà, et en gros on leur dit si tu veux le truc est simple, c'est vous nous rendez un EP, vous gardez l'autre, et enfin en gros. Et parce que voilà, pour expliquer, en fait, à partir du moment où tu signes dans un label, selon le contrat que tu signes, les sons ne t'appartiennent plus, ils appartiennent au label. Ouais, exactement, les sons appartiennent au label. T'as aussi, tu peux avoir des options ou même signer pour d'autres EP. Donc, Dieu merci, je n'avais pas signé pour du ferme. J'avais de l'option en album, mais j'avais pas signé pour du ferme encore. Mais en gros, si tu veux, si j'avais signé, quand j'ai signé mon EP, j'avais signé l'album en ferme après, il m'aurait gardé. Et il m'aurait emmené autre part. Et ça aurait pu prendre très longtemps, quoi. Donc non, Dieu merci, ils m'ont rendu le contrat, m'ont rendu une partie des morceaux. Sur ça, ils ont été cool. Et moi, je me dis, sauf qu'il peut, je prends mon label, je cherche énormément de distrib, de trucs, de deals un peu différents comme j'avais eu, qui sont des deals plus simples où t'es moins accompagné, mais on fait le plus petit truc, on va dire, qu'une maison de disques peut faire. C'est-à-dire mettre tes musiques sur les plateformes et essayer de les mettre en playlist. Voilà. Ils font rien d'autre que ça, ce qui est déjà bien. Enfin, moi, en tout cas, moi, je trouve ça déjà bien. Mais ils font rien d'autre que ça. Tout le reste, l'image, les clips, la promo, la prod, la créa et tout, c'est toi qui t'en occupes. Et moi, je cherche un deal comme ça pour mon label. En gros, je me dis, je vais développer mon label parce qu'entre-temps, Odetto, on sort. Odetto, bon, du coup, je reviens. Putain, je fais des allers-retours, je suis désolé. On te suit, mais je reviens à Odetto, donc mon pote de lycée. On sort Chin Chin et lui, il est en feat sur ce morceau, putain. Donc il est en feat sur le morceau. C'est personne le mec, mais ça, quand ça explose, donc ça prend un petit peu d'envergure. L'histoire des polémiques, en plus, c'est sur son couplet, mais les gens pensent que c'est moi, parce que c'est personne, donc les gens pensent que c'est moi. Donc ça nous fait un peu marrer. Parce qu'on est là, bon, même aujourd'hui, on est là, putain, c'est ouf. Et en fait, lui, à ce moment-là, donc on sort le son, et les deux gars se barrent après. Donc mes deux potes se barrent. Je me retrouve tout seul et lui me dit, mec, en vrai, moi j'ai envie de continuer la musique, quoi. Mais à savoir qu'il ne fait pas de musique, il n'a jamais chanté ou quoi, rappé ou quoi. Donc je lui dis, mais en fait, moi je trouve que c'est un mec extrêmement drôle, extrêmement sympa. Et je lui dis, mec, en vrai, je sais pas dans quoi tu vas percer. Je sais pas si ça va être le théâtre, le ciné, je sais pas si ça va être la musique. Mais je suis chaud d'être avec toi en fait. Donc je suis chaud de t'accompagner. Et du coup je lui dis bah mec vas-y on va essayer de produire des trucs, des EP, de faire des clips, de machin. Tout le monde me dit autour de moi qu'est-ce que tu fous mec, genre ça n'a aucun sens, genre voilà, genre c'est cool mais enfin qu'est-ce que tu vas mettre de, parce que voilà c'est de l'investissement, c'est du temps financier etc. Donc voilà, mais moi je m'amuse et je me dis si j'ai envie
on s'entend trop bien, j'ai envie de garder mon pote. Et enfin, voilà, de continuer l'aventure. Et puis, je le trouve vraiment bon à ce moment-là. Et on va pousser. Donc, on pousse, on bosse beaucoup ensemble à ce moment-là. Il sort des EP, il sort quelques projets, on sort quelques feats ensemble qui marchent plutôt bien. Donc, c'est cool, en vrai, on est très contents. Mais voilà, ça reste simple. Il devient backer sur scène avec moi. Ok. Parce que mon cousin, qui était mon backer, change de direction. Il part autre part. Et donc je dis à Odeto, bah mec, viens, tu le remplaces en fait en backer sur scène. Donc il vient, ce qui est trop bien. Il met une énergie de dingue sur scène. Et puis tout son côté un peu humoristique qui marche bien. Et donc on se marre majoritairement en concert, c'est très drôle. Si vous voulez venir voir, on rigole beaucoup. C'est l'instant promo. Voilà, c'est l'instant promo. Et non, et donc je reviens à ça. Comment faire le lien? Donc j'ai ces deux trucs avec Odeto qui est sur le label qu'on produit du coup. Entre temps là, sur toute cette période, moi il y a donc Victor, le DA, Réal et tout, qui revient de New York, que je vais voir à New York et je lui dis mec, viens à Paris, on va faire du sale et tout, mec, viens s'il te plaît et tout, reviens. Donc À il ce revient. moment-là, l'Olympia est toujours prévu en décembre. Exactement. Et donc Victor revient, on bosse tout le projet, donc il revient à peu près au moment où je signe chez Universal, un peu après. Donc on fait les premiers projets, les trucs, et petit à petit il commence à se mettre à fond sur le label, sur lequel on sort un peu tous mes projets, ceux d'Odeto. Donc c'est assez cool. Et là, donc ouais, 2024, on m'appelle, on me dit le label ferme. Moi, entre-temps, je lance une autre boîte de prod vidéo avec mon pote Victor, du coup, et un autre gars de Dauphine. Enfin bref, je te passe les détails, mais une autre boîte qui s'appelle Vertical, sur lequel on se dit, ok, on va faire, c'était l'année dernière, on se dit, ok, on va faire des contenus verticaux ultra quali pour des artistes, comme en fait on l'avait fait pour moi, tu vois, ça avait plutôt bien marché. Et ça, c'est 1 an et demi et ça marche super bien. Là, donc maintenant, on est beaucoup dans la boîte. C'est un autre projet à côté, mais c'est trop cool. Du coup, c'est avec eux, du coup, maintenant, avec cette équipe, que je fais toutes mes vidéos. On fait toutes les vidéos d'Odeto. Et on bosse pour plein d'autres artistes à côté. Donc, c'est vraiment cool. Projet side. Mais donc, voilà. Donc, je reviens à ça. Le label ferme. Et là, en fait. On contacte des labels, on contacte des trucs à droite à gauche, et en fait ça prend un temps énorme, c'est normal, en fait ça prend un temps énorme, et moi en parallèle de ça je peux pas lancer la prod de l'album, vraiment. Purement financièrement je n'ai pas l'argent en fait à ce moment là d'avancer, parce que c'est quand même de l'argent en fait. Tu dois payer des gens, tu dois payer des lieux, tu dois payer des sessions studio, des clips, de l'image, tout ça, ça coûte de l'argent. Et moi à ce moment là je suis en mode je regarde les comptes et tout, et je me dis en fait je peux pas, en fait, tant qu'on n'a pas de deal, tant qu'on n'a pas d'assurance un peu, on peut pas. Et c'est un moment qui est hyper dur en fait pour moi, parce que j'ai tout, mais je peux pas avancer quoi. Enfin, du coup j'ai plus rien, mais j'ai tout niveau son, c'est-à-dire que vraiment il y a un truc qui se passe, vraiment je sens que mais voilà, je me fais bêtement stopper à ce moment-là. Et donc c'est un moment très dur pour moi, parce que du coup en fait, on arrive en juin et on n'a toujours pas de solution. Il y a l'été qui arrive, donc tu sais bien qu'avec l'été, tout le monde est en vacances, etc. Donc tu vas pas signer un deal en été, tu vois, ça n'a pas de sens. Et de là, en fait, donc on arrive en juin, juillet, et en fait, moi je commence à me dire, bon bah en fait, l'album, j'ai pas réussi à l'avancer, donc je vais pas pouvoir le sortir là. Donc ça veut dire que je vais faire un Olympia. En fait, je peux même pas faire de promo, j'aurais même pas sorti mon album. Puis en fait, t'as sorti de l'argent pour booker un Olympia. Oui, aussi, mais je me dis, en fait, là, ça a plus de sens de faire cet Olympia, quoi. Genre vraiment, alors que ça vend, etc. C'est même pas une question de remplissage, tu vois. Même si je pense effectivement, on aurait encore plus galéré sans album, c'est vrai. Mais c'était même pas ça qui me vient à l'esprit, c'est vraiment de me dire, bah en fait, juste là, ça n'a pas de sens, quoi. Je vais faire un Olympia alors que j'ai même pas sorti de projet, quoi. Genre c'était vraiment pas l'idée que je m'en faisais. Et donc on décide de le décaler, donc au 1er octobre. Donc là c'est en 1er octobre 2025. Il reste des places. Il reste des places encore. Allez. Ouais, c'est noté. Donc on décide de le décaler là. Et c'est une décision qui est très dure, ouais. Tu vois là, c'était il y a 1 an, hein. C'est une période qui est très dure, vraiment. Je le dis là maintenant, putain,
j'ai vraiment l'impression de ne plus rien avoir, quoi. Tu vois, je me dis l'Olympia, bon bah voilà, je le décale, les gens ils vont tous me chier dessus, tu vois, ils vont tous se dire mec t'es une merde. Mais dans ma tête c'est ça, Ouais, quoi. parce que j'allais dire je pense pas, mais... Non, mais tu sais, dans ces moments-là t'es un peu con, Ouais, c'est sûr. et encore une fois t'es là genre bon bah en fait c'est un peu la fin, quoi. Dans ma tête c'est un peu la fin. À ce moment-là je me dis bon bah voilà, j'ai plus de deal, j'ai plus de trucs, j'ai plus rien, c'est un peu fini, quoi. Et, euh, et de fil en aiguille, il y a donc Sony, donc un autre major, mais sur un deal différent, sont un peu intéressés sur un deal je rentre dans les détails, hein, de distribution avec mon label. Donc pas avec moi, pas avec un artiste, parce que en fait tu peux soit distribuer et faire des contrats avec les artistes en tant que tel, mais une maison de disques comme Sony peut aussi distribuer, sur le même truc que je racontais, de mettre en playlist, faire du CD physique, etc., des labels et tous les artistes de ce label, en gros. Et il y a donc Sony qui est intéressé, la partie distribution de Sony qui est intéressée pour distribuer mon label, en fait, donc faire ce qu'on appelle un label deal. Qui en fait est très intéressant pour le label, parce qu'en fait pour Odeto bah, ça peut servir. Et moi c'est un truc que j'ai envie de développer aussi, le label, parce que je me dis moi c'est trop cool, mon projet c'est génial, mais je sais que j'ai envie de faire plus aussi, de faire d'aller bosser pour d'autres artistes, avec d'autres artistes, et de permettre à d'autres artistes d'avoir la chance que j'ai eue, en fait. En vrai c'est assez con, mais c'est un peu ça le truc. Du coup, tu deviens vraiment de plus en plus entrepreneur aussi. Ah hein, ouais, en fait. ouais, complètement. Ça, je n'ai pas du tout parlé, mais ouais, complètement. Et ça, c'est un truc, tu vois, je te parlais de prépa, d'études et tout, qui me vient aussi beaucoup de ça, en fait, parce que j'ai eu une période où j'ai fait que de la musique, et je vais te dire un truc, je me suis fait chier, tu vois. C'est-à-dire que je sais pas pourquoi, mais juste j'étais en mode, en fait, je m'embête un peu, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie que la musique ce soit toujours de me retrouver dans ma chambre le matin, de me lever en me disant qu'il faut que je fasse un truc si je veux, qu'il faut absolument que je fasse un son, sinon je pourrais pas manger, entre guillemets. Enfin, tu vois ce que je veux dire. En fait, j'étais contre-productif dans ma musique. Je voyais, du coup, tu sais pas, ça m'amenait un peu trop à faire de la musique pour faire des chiffres, et je me suis dit, mec, faut que tu fasses autre chose, faut que tu essaies toujours d'avoir autre chose pour que la musique soit vraiment tout le temps un kiff, quoi. Tu vois, genre, c'est un peu. Ça revient souvent dans le podcast, ça. Ouais, c'est ma manière, tu vois. Moi, c'est ma manière. Je suis en perpétuelle réflexion là-dessus, tu vois. Même aujourd'hui, je sais pas ce que je ferai dans 1 an, dans 2 ans. Je sais pas du tout à quel point. Enfin, l'équilibre, je te parle entre on va dire, la vie un peu parce que je taffe en fait vraiment à côté, hein, tu vois. Je taffe, c'est des projets perso, c'est des projets qui me font kiffer, mais du coup j'ai ce truc à côté, mais qui je pense me permet de en fait toujours me dire putain, j'ai trop de chance de faire de la musique, j'ai trop de chance de faire des concerts, j'ai trop de chance de pouvoir être en studio, de pouvoir créer, genre c'est un kiff, tu vois. Là je reviens de séminaire, j'étais en séminaire cette semaine, et je me disais putain, mais c'est fou, quoi, en fait. C'était trop bien de faire ça, mais je ne veux pas que ce soit ma vie aujourd'hui, en tout cas. C'est pas ma volonté aujourd'hui. Donc voilà, entrepreneur, je sais où est-ce que j'étais. Tu étais à Sony te propose un label deal. Voilà, Sony me propose un label deal, donc merci beaucoup, je passe un été un peu merdique mentalement, enfin l'été dernier, puisque je suis un peu en mode putain, voilà, et qu'en fait je l'ai un peu annoncé cet album, tu vois. Le truc s'appelait Les Prémices, et je dis c'est les prémices de l'album. Donc même toute ma communauté en fait sont en mode mec, il est quand l'album, en fait, enfin, ils en peuvent plus, les gens, tu vois. Et c'est hyper important, la confiance, quand même. Donc voilà, avec son public. Donc même moi je suis un peu embêté pour ça, quoi. Je me dis putain, merde. Et j'annonce je sais plus quand je l'annonce. En septembre. Ouais, septembre, octobre, peut-être fin d'année dernière, ouais. On prend la décision, ouais, en juin, de décaler l'Olympia. On l'annonce plus tard. Et en fait j'ai des réactions, comme tu le disais, très sympa. Les gens sont en mode mec, trop cool, on comprend. Et je prends je prends le parti de vraiment faire une vidéo ultra explicative, en mode cash. Je dis aux gens ce qui se passe, tu vois. Je vais pas m'inventer des histoires, m'inventer des trucs. Je vais dire aux gens vraiment ce qui s'est passé. Donc voilà, tu vois, je leur ai tout, enfin je dis tout, c'est l'histoire de label. Et en fait les gens ont grave compris, étaient en mode mec, force à toi, et voilà. Donc, j'étais très content. Mais bon, c'était quand même pas facile. Mais j'étais content du retour des gens. Et donc je signe avec Sony ce deal.
je suis très content à ce moment-là parce que en fait l'équipe est vraiment cool et que c'est une autre major mais je leur donne moins de trucs à faire et en fait ça me va beaucoup plus, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus ajusté et que les gens là avec qui je bosse, du coup là c'était on a signé en octobre, en novembre, donc on bosse avec eux là depuis novembre et en fait ça se passe vraiment très bien, c'est vraiment très cool, il y a beaucoup moins de process, c'est beaucoup moins compliqué, c'est beaucoup plus simple en fait et donc ça me permet de tout relancer, de relancer la prod de mon album. Et par la même occasion, je mets Odetto dans le deal avec Sony, ce qui me permet aussi de mettre plus de moyens un petit peu sur Odetto, parce que lui commence à préparer son truc. Et je bosse beaucoup avec lui, donc à côté en studio, machin. On prépare les deux projets et moi donc là je sors mes sons, donc là j'ai sorti C'est la vie en premier extrait qui est l'outro de l'album. J'ai sorti un autre Week-end sur deux qui est sorti là il y a un mois et demi, un truc comme ça qui a très bien marché, je suis trop content. Et là je viens de sortir Mélandria qui est l'intro de l'album en gros, qui est tout un délire de ville dystopique dans laquelle se déroule l'album, dans laquelle je déambule en fait, et on a fait tout un clip. Donc je suis trop content parce que c'était vraiment trop cool, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de clip. Et c'était vraiment sympa de refaire vraiment un clip. Voilà, c'était cool. Et du coup, tu disais justement en intro du podcast que tu mettais beaucoup d'importance sur les textes. Est-ce que tu parlais des textes de cet album qui du coup sort le 27 juin? Exactement, c'est ça, ouais. Dans 3 semaines maintenant, je sais pas quand ça sortira. Mais voilà. Moi non plus. À la fin du mois, je pense. Mais voilà. Et en fait, ouais, c'est marrant, au début de ma carrière, aujourd'hui je dis carrière, tu vois, mais quand j'ai commencé à rapper, que j'avais 16 ans, 17 ans, le plus important c'était les textes, les rimes, la technique, le sens, et les prods je m'en foutais un peu, la structure je m'en foutais un peu, les mélodies je m'en foutais un peu, j'étais à fond là-dessus. Ce qui faisait que j'avais des morceaux, t'écoutes Ne fuis pas, t'écoutes mon premier EP, c'est assez dingue, c'est des morceaux, ce sont des dissertations. Je les fais en concert, on rigole beaucoup là-dessus, mais c'est des dissertations. Ça n'a ni queue ni tête, mais c'est ça qui est trop bien. C'est que vraiment, en fait, les textes et les trucs, des couplets, normalement, c'est assez normé et tout. Je l'ai découvert maintenant, je l'ai découvert plus tard, mais il faut que ça dure un certain nombre de mesures, machin. Non, moi, mes trucs, ils duraient, mon couplet, il durait 1 minute 50, mon refrain, on savait pas ce que c'était. Enfin. Mais en fait, il y avait un truc du coup assez naturel en fait qui a marché aussi en fait dans ce sens-là. Et donc j'ai pas voulu perdre ça, mais donc au début j'étais vraiment à fond sur texte machin. Et au bout d'un moment, donc sur ma mixtape Espoir et tout, je me suis dit j'ai envie de mettre plus de mélo, de me prendre plus la tête là-dessus, d'essayer d'avoir un truc un peu plus voilà, un peu plus normé aussi, voilà. Chose que j'ai faite pas mal. Et mes projets d'après, je me suis pris la tête sur les prods en fait vraiment, où j'ai commencé à me dire en fait c'est hyper important, je l'ai toujours su sans le savoir, mais là vraiment il faut que je me prenne la tête là-dessus. Et donc là ce projet c'est un peu l'album, et c'est pour ça que je me suis dit vas-y je fais un album, parce que j'ai l'impression d'avoir les trois trucs à cocher pour moi, qui sont le texte, les top lines, mélodie et la prod, tu vois, d'avoir un peu masterisé si je peux dire à mon échelle, comme moi je l'entends ces trucs-là, et l'album c'est un peu un condensé de ça, ouais. C'est un peu vraiment t'as du texte, t'as de la technique, t'as de la mélodie, t'as des prods qui tabassent, t'as vraiment de la recherche, t'as des belles transitions bien cool, donc c'est un peu, ouais, c'est un condensé de ça, et j'ai pas lâché le texte, non, pas du tout. Ouais. Et tu les choisis comment justement tes thèmes? Ça te vient comme ça? Ça me vient comme ça, ouais. Ouais, vraiment ça me vient comme ça, ça peut être des trucs, des discussions que j'ai avec des gens, des réflexions que j'ai. Ça peut aussi vraiment être beaucoup de trucs que je sais plus à qui je disais ça, que souvent j'écrivais et je ne sais pas ce que j'écris, tu vois, j'en sais rien en fait, ça me vient, j'écris, ça pas forcément, ça a du sens pour moi, mais en fait je sais pas pourquoi ça a du sens, tu vois. Et des années plus tard, en réécoutant, tu vois, on parlait de se réécouter, le plus frappant c'est que je me dis je comprends pourquoi j'ai écrit ça à cette époque-là. Et je sais que quand je l'ai écrit, je ne savais pas pourquoi. Mais vraiment, c'est-à-dire que je l'écrivais en me disant fou, ça rime, c'est cool, ouais. C'est sympa. Et aujourd'hui, quand j'écoute, je me dis putain, mais en fait, c'est parce qu'il s'est passé ça dans ma vie. C'est parce qu'il y avait ça. Parce que histoire familiale, plein de tout ce qui nous arrive, tu vois.
Et c'est fou parce que c'est vrai que quand j'écris, je ne m'en rends pas compte. C'est-à-dire que je me dis, ah, ça rime bien, c'est cool. Mais je sais pas du tout pourquoi, en fait, tu vois. Et je sais à chaque fois que je sens, non, ça me fait marrer, où je me dis, putain, je sais que là, j'écris un truc. Je sais pas pourquoi j'écris ça, mais je sais que dans 2 ans, 3 ans, je vais me regarder et je vais être là, ah, frérot, tu sais, voilà. C'est En fait, tu le hyper savais, marrant. quoi. Ouais, c'est ça. Je le pensais comme ça. Ouais. Bah, c'est un peu une thérapie, en fait, tu vois. C'est un peu con, hein, Ouais. mais tu sais, c'est un peu. C'est le but des psychologues et tout, c'est qu'en fait, souvent, en fait, tu parles, tu dis des trucs, et si tu t'écoutais, tu verrais le problème que t'as. Tu vois, le problème. Ouais, le sujet en Le tout cas. sujet, on va dire, en disant qu'on a tous des problèmes. Mm. C'est ça, c'est en fait, si t'écoutes les gens, bah, souvent, tu captes très facilement ce qui peut aller ou ne pas aller. Et en fait, tout est dans ce que tu dis, quoi. Donc je pense que quand tu l'écris, c'est pour ça qu'aussi c'est une grosse thérapie. Il y a plein de gens qui écrivent. Moi, je conseille de ouf aux gens qui vont bien ou qui vont pas bien, hein, mais d'écrire, tu vois, c'est un moyen d'expression de dingue, que ce soit juste pour soi-même ou pour les autres, soit pour faire de la musique ou quoi, ou pour des livres, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est un moyen d'expression énorme et que, ouais, en tout cas, moi perso, je m'en rends pas compte. C'est un peu, je laisse aller, je laisse le truc. Mais en Ouais, fait, ça m'aide, tu vois. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais ça m'aide. Je pense que t'en fasses quelque chose ou pas, c'est un moment que tu prends pour toi aussi, en fait. Complètement. Ouais, Et ça, c'est presque... Enfin, c'est le plus important, en fait. Même si c'est ton taf au bout d'un moment, ouais. c'est de prendre ce moment pour juste t'exprimer, quoi. Exactement. Et ça, tu vois, ça, c'est très dur à garder. Mm. Ça, vraiment, moi, c'est ce que je sens qui est le plus dur à garder. C'est... Et je trouve que tu le résumes très bien là en disant que c'est d'avoir ce truc pour toi, en fait. Mm. Et que quand ça commence à marcher, que tu commences à avoir des attentes, que tu commences à faire des concerts et que tu commences à voir les gens, tu rentres dans quelque chose où en fait c'est plus que pour toi, tu vois. Donc quand t'es en concert, c'est génial parce que en fait tu fais vivre ta musique. Mais quand t'es tout seul dans ta chambre et que bah, c'est plus que pour toi parce que tu sais en fait, tu sais qu'il y a des gens qui t'écoutent, qui sont là, qui t'attendent, bah c'est différent, tu vois. C'est différent et honnêtement c'est plus dur, moi je trouve en tout cas. Oui, t'arrives pas à t'enlever de l'idée que ça va être écouté. Ouais, bah tu vois, je pense qu'il y a des artistes qui s'en foutent et peut-être qu'il y a une autre manière de faire de la musique, mais moi c'est vrai que, tu vois, justement, je trouve que tu as mis les bons mots dessus là. C'est un truc, moi, qui m'a travaillé et qui me travaille encore beaucoup, tu vois, de me dire, bah ouais, il y a des moments où c'est dur de faire de la musique, c'est plus dur qu'avant de faire de la musique, c'est plus compliqué parce que justement, je sais que c'est plus que pour moi, en fait. Et peut-être qu'en fait, c'est ça aussi c'est pour ça, enfin, de ce que je te raconte là, en fait, c'est pour ça que je fais de la musique, moi, de base. Et donc ouais ça fait un peu bizarre, ouais. Mais c'est du travail, ça se travaille, on va dire. Oui, c'est ça, t'es encore au début aussi, en Ouais, fait. c'est Enfin, ça, t'es ça encore se travaille hyper complètement. jeune. Ouais, c'est ça, je suis un Même jeune si- vieux, ça me fait marrer à chaque fois que Même je dis si ça. ça va faire 10 ans que tu fais ça parce que t'as commencé hyper jeune, ça reste... Ça me tue, je dis vraiment ça tout le temps, je suis un jeune vieux parce que en fait ça fait 6 ans, tu vois, 5-6 Ouais. ans, ouais, j'ai 24 ans maintenant, ouais, un truc comme ça, 6-7 ans même. Ouais, plus, ouais. Et et il y a des gens, tu vois, qui me disent mec, je t'écoutais au collège, c'est dingue et tout. Tu sais, j'ai l'impression d'être un vieux alors que j'ai 24 ans, tu vois. Ouais, C'est parce que quand même encore regarde, hyper tu jeune. citais Big Flo et Oli, c'est pareil. Oli, Ouais, je crois qu'il avait 15 ans quand ça a ouais, c'est explosé. fou. Non, mais Enfin, c'est ça, c'est fou, tu vois. Donc ouais, non, c'est assez drôle. C'est c'est assez drôle, surtout que là, il y a. Actuellement, du coup, t'as Ne Fuis Pas qui a fait single d'or il y a 2 ans, qui va peut-être faire platine là bientôt, tu vois, qui est mon premier son. mhm. Le clip dont je te parlais, il a fait 9 millions de vues sur YouTube. Enfin, c'est des trucs, t'es en mode, mais les gars, enfin, ça n'a aucun sens. Enfin, tu vois, pour moi, c'est complètement lunaire. Chin Chin, il a fait single d'or aussi, donc c'est énorme. Et, euh, et j'ai d'autres sons aussi qui ont très bien marché. Et là, Odeto est en train de percer, sincèrement. Enfin, c'est en train de très bien marcher ce qu'il fait, donc on est tous extrêmement contents. C'est trop bien. Et c'est trop bien, quoi, parce que moi, je suis en mode, mais putain, mais. Enfin, percer dans la musique, hein. Donc Ouais. ça marche super bien dans la musique. Enfin, ouais, ça commence à prendre une belle envergure. Et moi, je suis en mode, mais ouais, c'est vraiment cool aussi de voir des projets qui marchent où c'est pas moi, je suis pas en tête d'affiche, je suis pas. Mais limite, j'y prends peut-être aussi une autre forme de plaisir, mais j'y prends aussi beaucoup de plaisir. Et de voir que bah, tu peux aussi. Enfin,
aider d'autres gens, d'autres projets à se développer différemment, quoi. Je commence à beaucoup kiffer ça aussi, ouais. C'est vraiment trop chouette. Donc ouais, non, franchement, c'est vraiment cool. Puis tu vois, avec tout ce que je te raconte là, ouais, je vois que ça a été un peu long, ça a été dur, ça a été... Et puis même souvent, là, je repense, je me dis, putain, en septembre, là, même dernier, hein, juste septembre dernier ou juillet dernier, putain, c'est ouf, Ouais, là, t'as pris un mur petit vraiment, chemin, ouais. le chemin que j'ai fait, déjà, il est bien, tu vois. Enfin, je sors l'album, là, ça aurait pu prendre tellement de temps. Je vais faire l'Olympia. Odeto, ça se passe super bien aussi. Le label, il commence à grossir. La boîte de prod dont je t'ai parlé, ça marche aussi très bien. On bosse avec plein d'artistes. Donc, ouais, je suis en mode putain, c'est cool quoi. Félicitations C'est cool. pour ça. Ouais, franchement, ouais, merci. C'est vraiment sympa et je suis content, pardon, de pouvoir faire de la bonne musique dans un bon environnement et d'être bien entouré. Ouais. Puis j'ai l'impression que tu as aussi accepté tout ce qui va autour. Ouais. Genre que ce soit niveau réseau et tout ça, mais aussi, tu vois, tu parles des concerts un petit peu tout du long. C'est pas évident pour tout le monde d'aimer faire des concerts aussi. Tu vois carrément, pardon. Toi, t'as pris l'ensemble en fait. Complètement. Moi, au début, j'étais pas du tout concert. Donc, du coup, tu peux comprendre de ce que je t'ai raconté. Là, je viens dans ma chambre. YouTube, les réseaux, les trucs, voilà, donc pas du tout concert, mais ce que je te disais choral un peu, en fait, je m'en rendais même pas compte, mais en fait quand j'ai fait mes premiers concerts, je sais pas, ça me paraissait normal, simple, naturel, parce que je pense que j'avais déjà fait de la scène, donc voilà, mais en fait j'y ai pris goût, tu vois, et je sais que j'ai adapté ma musique à ça, parce que je me disais, mais en fait j'adore ça, quoi, j'adore faire de la scène, j'adore ressentir l'énergie des gens. Y a un truc hyper bizarre qui est de l'espèce de up and down que t'as, tu vois, où le lendemain, t'es tout seul. Ouais. C'est bizarre, tu vois. C'est vrai que c'est toujours bizarre, mais encore une fois, voilà, t'apprends à vivre avec, t'apprends à gérer le truc. Tout n'est qu'expérience en réalité, hein, donc ouais, ça s'apprend, ça se gère. Mais moi, ouais, les concerts que je peux vraiment bien bosser, tu vois, c'est ce que j'aime vraiment le plus. Mon meilleur concert, c'était la Cigale. Même pas parce que c'était sold out et que c'était un moment de dingue. Ça, c'était dingue, mais ce que j'ai le plus aimé, tu vois, c'est le fait d'avoir bossé dessus pendant 2 mois, 3 mois, comme un malade, et de m'être pris la tête, d'avoir créé des trucs. Et le jour J, j'étais mais serein, quoi. Et tout le monde me disait, mais mec, c'est pas normal, en fait. Mon tourneur, il m'a dit, non, mec, j'ai jamais vu ça, quoi. Je comprends pas. Et juste parce que je suis arrivé le matin à 9h avec tous les techos pour monter la scéno, les trucs, parce qu'on s'était pris la tête en fait de malade. Et j'étais serein, quoi. J'étais en mode ça va bien se passer, quoi. Vraiment, on va tuer ça et je vais kiffer. Et j'ai tous mes potes qui sont là, toute ma famille, des fans, des gens qui sont là à fond. Et c'était trop beau parce que c'est un concert où moi je viens de Paris, donc tu vois, il y avait un truc un peu que j'ai vraiment senti des gens de pas starification, il y en avait aussi, mais vraiment genre on est fiers, tu vois, on est fiers, c'est beau, c'est cool, c'est énorme de ça faire fait une plaisir. Cigale, hein. Ouais, c'est ça, tu vois. Et moi ça m'a touché énormément parce que j'étais là, putain, en fait c'est vraiment des gens qui m'aiment, quoi, qui me suivent et qui juste sont contents et sont pas en mode ouais mec, je rêve de pouvoir te toucher la main, tu vois. C'est en mode je respecte ce que tu fais, j'admire et je te suis et j'espère que ça va aller pour toi, quoi, de l'amour, Ouais, en quoi, vrai, tu t'as vois. fait une grosse soirée, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Ouais. Donc non, c'était vraiment cool, c'était vraiment beau. Et aujourd'hui, maintenant que du coup tu fais des concerts et que tu connais ton public, c'est une simple curiosité. Ouais. Est-ce que tu arrives à dire si t'as un public plutôt électro, plutôt rap, ou si c'est un vrai mélange des deux? Je crois que c'est un vrai mélange des deux, plus rap, en vrai, plus rap, pop. Enfin, aujourd'hui, le rap c'est tellement large que voilà. Plus rap, il y a beaucoup de gens qui aussi n'écoutent pas de rap, qui juste qui écoutent de la musique en général, n'ont pas forcément de préférence ou quoi, mais on se dit putain, j'écoute pas de rap, mais toi j'aime bien ce que tu fais, tu vois. C'est assez drôle, c'est toujours ça, il y a plein de commentaires comme ça. Et ça, moi, ça me fait toujours plaisir parce que je suis en mode, ok, si je peux les ramener aussi dedans, c'est cool. Et non, et après le côté électro, je pense qu'on l'a pas assez poussé encore, tu vois. Mais c'est le projet, c'est ce que j'ai envie d'aller chercher. Là, on a organisé des soirées qu'on a appelées des Dirty House, dans lesquelles on mélange le grunt et la boiler room. Donc en gros, on met une table au milieu d'un truc et une table ronde, en gros.
Si tu veux, on met un DJ qui passe des sons house électro et des rappeurs autour qui rappent dessus. C'est énorme. Avec plein de gens autour. Donc pour l'instant, on en a fait une, on en fait une autre à la sortie de l'album. Et en fait, ça marche super bien. Donc c'est trop cool, on est trop contents. Et moi, j'ai envie de pousser ça à fond, peut-être après l'Olympia, sur la fin de l'année prochaine, en faire un peu partout, même en France. Pour l'instant, on n'a fait qu'à Paris. Mais j'aimerais bien pousser ce truc club. Et là, peut-être qu'on ira chercher des gens un peu plus électro qui pourront capter le truc aussi. J'ai trop envie de venir à la prochaine. Bah écoute, le concept est tu l'as incroyable. tu l'as bien vu, carrément. Trop bien. Est-ce que, avant que je te pose la dernière question, tu as l'impression qu'il y a un point que tu as envie de développer? Un point que j'ai envie de développer. Il y en a beaucoup en vrai, hein, parce que c'est fou. Déjà, merci vraiment, parce que c'est rare de faire des trucs aussi profonds. Donc ça me fait vraiment plaisir de parler de tout ça. Avec plaisir. Merci. Donc non, merci vraiment, c'est cool. J'espère que ça servira à des gens, je sais pas. Et un point que j'ai envie d'aborder, non, bah plus globalement, un peu un résumé de tout ça, je sais pas, je veux pas me faire moralisateur ou quoi, mais en fait, dans la musique, même dans l'art en général et tout, c'est de toujours garder les pieds sur terre. Et ça veut dire de rester proche de sa famille, de rester proche de ses potes, proches, des gens qui ont souvent été là aussi avant le succès, tu vois. C'est des trucs hyper importants. Et d'avoir des potes, voire des gens qui ne font pas ça, en fait, tu vois. Moi, c'est un truc hyper important dans ma vie, c'est d'avoir toujours des gens autour de moi qui ne font pas de musique, qui ne sont pas dans le milieu, et la plupart de mes potes ne sont pas du tout dans le milieu ou quoi. Et je trouve que c'est hyper important parce que, en fait, ça te fait te dire, bah, si demain ça s'arrête, ou si demain, c'est toujours le flip, tu vois. Si demain ça s'arrête ou quoi, ils seront toujours là, ces gens. Et ils m'en voudront pas, et ils s'en foutront, en fait, ils seront là. Et ils m'aimeront, et voilà. Donc ça, c'est hyper important, je pense. Et je pense que ça aide, du coup, à faire de la musique, en fait, et à rester, à être persévérant, à être soi-même, en fait. Donc voilà, à s'écouter aussi, attention aux majors, attention à ce que vous signez. Et aussi, non, après c'est plus sur toute la popularité, sur tout ça. Moi, c'est vrai que c'est un truc qui m'a beaucoup pris, qui m'a beaucoup fait travailler et qui continue à me faire travailler. Mais c'est un peu un truc mystique de notre époque que je trouve complètement fou. Et ça, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais c'est le côté... c'est en fait, tu vois, quand je te raconte au début, etc., moi je me rends compte à quel point la musique a changé ma personnalité, a changé ma vie, a changé ce que je suis, en fait, tu vois, parce que quand j'ai 16-17 ans, je fais du rap dans mon coin, dans mes trucs, je suis un mec qui parle pas beaucoup, et je suis un mec, et on m'appelait même avant, au lycée et tout, on m'appelait genre le psychologue, tu vois. Je suis un mec qui écoute les gens, en fait, et qui... passer ma vie avec mes potes à leur demander ce qui se passait, ce qui se confiait à moi, à leur donner des conseils avec ma maturité, on sait pas pourquoi, de maître Yoda de 3ème, tu vois. Et c'était un peu la vanne qu'on me faisait. Mais donc c'est vrai que c'est un truc que je trouve assez marquant aujourd'hui, qui en fait, bah, du coup, et mes premiers textes, je parle pas trop de moi, en fait. Je parle des autres, je parle de ce que j'entends, ce que les gens me partagent. Et je crois que je suis allé puiser là-dedans, et que ça a été assez ouf, et ça a été un moyen aussi de m'exprimer moi-même, parce qu'en fait je me confiais pas du tout, et je détestais être au centre de l'attention, en fait, en réalité. Et c'est ça qui est très paradoxal, et qui, je pense, me prendra toujours la tête. C'est que bah, j'ai fait un métier, et du coup j'ai été amené à ce truc-là, tu le vois dans tout ce que je t'ai raconté, et d'où le gros syndrome de l'imposteur aussi, et aussi la volonté de se dire, mais en fait je ne veux pas, en fait, tu vois, même faire des interviews, j'adore, hein, je kiffe, et aujourd'hui je me suis pris au jeu, et c'est trop bien. Mais c'est vrai que c'est fou, parce que je me dis, putain mec, rappelle-toi que au fond tu n'es pas comme ça, tu t'étais pas comme ça. J'y prends goût, j'adore, c'est trop bien. Mais c'est vrai que c'est tout un paradoxe de juste cette popularité, ce succès. Je crois que je suis pas tombé dedans, j'ai pas pris une grosse tête énorme, quoi. J'essaie de rester moi-même, de garder les pieds sur terre, ou quoi. Mais c'est vrai que là-dessus, c'est un gros truc de me dire, putain, je sais que ça m'a changé, que ça a changé des trucs de ma personnalité. Et j'essaie de travailler ça en ce moment, tu vois. Justement de me dire, ok, à quel point t'es vraiment toi-même. Enfin bon, après là, on part un peu en couille,
Mais c'est vrai que c'est un truc qui est intéressant où, en fait, c'est un peu le truc de quand tu le veux, tu l'as. Quand tu le veux pas, c'est à chaque fois que tu le veux pas que tu l'as. C'est un peu ce qui m'est arrivé. C'est un peu la phrase classique aussi que tout le monde dit en mode je le voulais pas et tout. Moi, vraiment, je pense que c'est assez ouf. Et on me le dit souvent, même mes potes, tu vois, d'avant me disent mais mec, enfin, c'est ouf que ce soit arrivé à toi et que. Enfin. Et donc, ouais, c'est un peu bizarre. Et c'est un truc, moi, c'est un tournant qui a été hyper dur à faire en fait. Et qui, je pense, m'a un peu ralenti dans ma carrière aussi. Parce qu'au moment où j'aurais dû être en mode c'est moi le chef, entre guillemets, bah non, j'étais en mode les gars, non, enfin, je veux pas, tu vois. Ouais, mais au moins tu t'es écouté. Au moins je me suis écouté. Je crois que non, mais c'est c'est hyper ça. important. Exactement. C'est pour ça que j'ai aucun regret, tu vois, vraiment, absolument pas. Mais voilà, c'est important de s'écouter et il faut faire attention à tout ça et être bien entouré. Et le succès, c'est trop cool, c'est génial, mais c'est éphémère. Donc il faut faire. Voilà. Et les réseaux, c'est pas la vraie vie. Et les réseaux, c'est vraiment pas la vraie vie, ouais, c'est sûr, ça aussi. Donc c'est la question avec laquelle je conclue toujours, c'est si toi, aujourd'hui, après tout ce qu'on s'est dit, après la carrière que t'as faite, tu devais parler au toi à la fin du primaire qui se fait repérer pour rentrer dans la chorale de l'école, qu'est-ce que tu te dirais ? C'est hyper marrant parce que, désolé, je sais pas si faut que je réponde d'un coup ou... Non, tu peux prendre le temps. C'est hyper drôle parce que vraiment, hier, avant-hier, du coup j'étais en séminaire pour Odeto pour son prochain projet. Et donc j'étais là et le séminaire, c'est des trucs où on part en semaine et on fait de la musique. Et c'est la première fois que je faisais une semaine pour un autre artiste que moi. Et du coup je faisais de la musique, de la prod, etc. Et c'était incroyable, c'était passionnant, enfin j'ai adoré. Donc, hier soir, justement, je me suis posé 2 secondes et je me suis dit justement, putain, mais c'est fou. J'ai pensé au moi en fait de primaire, de lycée, de collège, et je me disais vraiment je n'aurais pas pensé une seule seconde faire ça en fait, et j'en suis tellement heureux. Et en même temps, je lui dirais quoi ? Je dirais continue, je dirais bats-toi, je dirais t'as raison. Voilà, je dirais t'as raison. Tout ce en quoi tu crois, continue à y croire et ça va aller. Voilà, fais-toi confiance. Et voilà, t'as pas tort, quoi. Parce que je te dis, je savais que j'allais réussir à faire un truc. Et donc, je suis un mec qui a peu de regrets en vrai, honnêtement. Tu vois. Donc, je dirais continue, fais-toi confiance. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup d'être venu dans le podcast. Merci à toi, c'était trop cool. Merci. L'épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes et sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de son actualité. Et je vous dis à très bientôt.